Cette femme noire se prend pour la reine des lieux. Le brigadier-chef Stéphane Leclerc enclencha la vitesse de sa voiture de patrouille. Les pneus crissèrent sur l'asphalte alors qu'il accélérait brutalement en direction de la femme noire qui courait avec une assurance déconcertante à travers le parc de la Tête d'Or. Elle se déplaçait comme si elle était chez elle ici, dans ce quartier aisé où des maisons de maître aux façades impeccables bordaient des rues manucurées. On devrait la soumettre à une fouille à corps public, ici même, devant tout le monde, ricana son coéquipier, Nicolas Moreau, en faisant craquer les articulations de ses doigts. Montrez à tous ce qui arrive aux arrogantes et aux suffisantes. Fais-le lentement, l'interrompit Leclerc, les yeux rivés sur sa cible, une lueur prédatrice dans le regard. Je veux qu'elle supplie. Chloé Dubois ajusta sa queue de cheval, parfaitement inconsciente que deux prédateurs fondaient sur elle. Elle suivait le même itinéraire qu'elle empruntait depuis 3 ans, un parcours qui lui avait toujours semblé être un havre de paix. Ses bijoux, dissimulés dans sa ceinture de course, captèrent la lumière matinale, une montre Cartier d'une valeur de 75 000 € et sa carte d'identité, qui avait le pouvoir de détruire la vie de Leclerc. Mais Leclerc n'avait aucune idée de ce qu'il s'apprêtait à anéantir. Que se passe-t-il lorsqu'un prédateur s'attaque à la femme la plus puissante de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Les pieds de Chloé Dubois martelaient le sol en un rythme parfait tandis qu'elle glissait entre les arbres majestueux des rues du quartier des Brotteaux. Chaque foulée portait en elle la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à questionner son droit d'être où que ce soit. L'air matinal était vif, empli du parfum des tilleuls et du bourdonnement lointain des tondeuses à gazon s'occupant des parcs de belles demeures. Elle fit un signe de la main à Monique Dubois, une femme âgée qui arrosait ses roses primées. « Quelle belle matinée, n'est-ce pas ?» lança Chloé, recevant en retour un sourire chaleureux. C'était son monde, un endroit où son diplôme de la faculté de médecine de Lyon et ses 15 années en tant que chirurgienne pédiatrique lui avaient valu le respect, où son mariage avec le préfet de région l'avait élevé à un statut quasi royal. Son Apple Watch vibra, affichant un message de son mari, « Je t'aime, mon amour. Sois prudente. » Chloé sourit en songeant à quel point cet avertissement semblait superflu. Elle avait parcouru cet itinéraire 847 fois au cours des 3 dernières années. Elle connaissait chaque fissure du trottoir, chaque visage amical derrière chaque fenêtre. Ce quartier l'enveloppait comme une couverture chaude. Les demeures cossues laissèrent place à l'entrée du parc de la Tête d'Or, là où la vraie beauté commençait. Le rythme de Chloé s'accéléra à l'approche de son tronçon favori, le sentier sinueux qui encerclait le lac, après les terrains de tennis où l'élite lyonnaise se rassemblait pour ses matchs matinaux. Le son des balles de tennis créait une percussion qui s'accordait à sa respiration. Elle s'arrêta à son lieu d'étirement habituel, un banc en bois parfaitement positionné pour capter le soleil du matin. Chloé posa un pied sur le banc, se penchant en avant pour étirer ses ischio-jambiers. Ses mouvements étaient gracieux, délibérés, le résultat d'années de routine de fitness disciplinée. Elle se sentait puissante ici, et même intouchable. Encore une matinée parfaite au paradis, murmura-t-elle pour elle-même en rajustant sa queue de cheval. Son reflet à la surface du lac montrait une femme en contrôle total de sa destinée. Sa tenue de sport coûteuse ou un haut de sport technique, un short de course Nike, des chaussures à 200 € témoignaient d'une vie de privilège. Mais Chloé avait mérité chaque fil par des années de sacrifice et de réussite. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était la voiture de police qui la suivait depuis 4 pâtés de maison. À 300 mètres derrière elle, Leclerc ajustait ses jumelles pour mieux la voir. « Regarde-la, si hautaine et magnifique, marmonna-t-il à Moreau, elle s'étire comme si elle donnait un putain de spectacle. » Sa voix portait le ressentiment d'un homme qui avait vu trop de personnes noires réussir et évoluer dans des espaces qu'il estimait ne pas leur être dus. Riche, elle pense probablement qu'on travaille pour elle, approuva Moreau, ses propres insécurités remontant à la surface. Les 2 hommes avaient passé leur carrière à se sentir négligés, sous-payés et sous-estimés. Voir le succès évident de Chloé déclencha quelque chose de sombre en eux, un besoin de lui rappeler ce qu'ils percevaient comme l'ordre naturel des choses. Leclerc démarra le moteur. Il est temps de la faire redescendre sur terre. Chloé termina sa routine d'étirement, ignorant tout de la conversation qui se déroulait dans la voiture de patrouille. Elle vérifia son tracker d'activité, rythme cardiaque optimal, allure parfaite pour sa course de 8 km prévue. Son corps se sentait fort aujourd'hui, dynamisé par la certitude d'être exactement là où elle devait être. Elle recommença à courir, sa technique parfaite. Des années de course de compétition à la faculté de médecine avaient entraîné son corps à se mouvoir avec efficacité et grâce. Le chemin devant elle était familier, réconfortant.
passant devant l'aire de jeu où des enfants de familles aisées riaient sous l'œil vigilant de leur nourrice. Contournant la courbe où les joggeurs du matin se saluaient d'un signe de tête en une camaraderie silencieuse. La respiration de Chloé s'installa dans un rythme méditatif. C'était sa thérapie, son échappatoire aux pressions de la vie d'épouse du préfet de région. Ici, elle ne gérait pas de gala de bienfaisance ni ne souriait pour les caméras. Elle était simplement Chloé, courant vers ce que la journée pourrait lui apporter. Son téléphone vibra avec un rappel pour le gala de levée de fonds pour l'éducation de ce soir. Elle pensa au discours qu'elle prononcerait, aux donateurs qu'elle charmerait, aux politiques qu'elle défendrait. Chloé Dubois avait toujours été une femme qui faisait avancer les choses, qui utilisait ses privilèges pour élever les autres. Elle n'avait aucune idée que dans moins de 10 minutes, elle aurait besoin de chaque once de cette force juste pour survivre. La voiture de police accéléra. Chloé remarqua le bruit du moteur qui se rapprochait, mais supposa que c'était juste un autre véhicule traversant le parc. Elle se décala légèrement sur la droite, laissant de la place pour passer. Les bons citoyens partagent la route, après tout. Sa mère l'avait élevée pour être prévenante, pour ne jamais supposer un conflit là où il n'y en avait pas. Mais le bruit du moteur ne s'estompa pas. Au contraire, il se rapprocha. Chloé jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit la voiture de police la suivant à son rythme, à environ 50 mètres derrière. Sa première pensée fut protectrice. Peut-être surveillait-il le parc pour la sécurité de tous. Elle ressentit une chaleureuse appréciation pour les forces de l'ordre de Lyon qui faisaient leur travail. La radio de Leclerc crépita de nouveau. Unité 47, un résident du quartier a déposé une deuxième plainte. Dit que le sujet agit maintenant de manière suspecte près de l'aire de jeu pour enfants. Approchez avec prudence. Reçu, répondit Leclerc, sa voix déjà chargée d'anticipation. Il savait que cet appel était fabriqué. Aucun résident n'avait appelé 2 fois. Mais la radio créait la trace écrite dont il avait besoin, la justification de ce qui allait se produire. Chloé continua de courir, son esprit vagabondant vers la prochaine remise de diplôme universitaire de sa fille. Elle imagina la fierté sur le visage de son mari, les photos qu'il prendrait, le dîner de famille qu'ils avaient prévu. La vie avait été généreuse avec la famille Dubois, et Chloé ne le tenait jamais pour acquis. Le soleil matinal montait plus haut, projetant de longues ombres sur les pelouses parfaitement entretenues du parc. Chloé sentit la montée familière d'endorphines commencer à se faire sentir, cette euphorie naturelle qui la rendait accro à la course depuis l'université. Sa queue de cheval rebondissait en rythme alors qu'elle naviguait sur les douces courbes du sentier. D'autres sportifs matinaux commençaient à peupler le parc. Des promeneurs de chiens avec leurs labradors. Des couples âgés faisant leur promenade quotidienne. De jeunes mères poussant des poussettes de luxe. C'était la tribu de Chloé. Sa communauté de gens qui comprenaient que la forme physique et le soin de soi sont des investissements dans une vie meilleure. Elle fit un signe de la main au professeur Laurent Roussel de l'Université Lumière Lyon 2, qui la reconnut et lui rendit un signe de tête respectueux. Chloé avait donné des conférences à sa faculté de médecine, partageant son expertise en cardiologie pédiatrique avec la prochaine génération de médecins. Ces rencontres fortuites lui rappelaient le respect professionnel qu'elle inspirait dans cette ville. Le moteur de la voiture de police se fit encore plus bruyant. Chloé vérifia à nouveau sa montre. 6h47. Timing parfait pour terminer sa boucle de 8 km et rentrer à la maison pour un café avec son mari avant le début de ses réunions matinales. Elle passa mentalement en revue son propre emploi du temps. Visite hospitalière à 9h. Déjeuner avec le comité d'éducation à midi. Réunion du conseil d'administration caritatif à 15h. Le gala de bienfaisance ce soir à 19h. Sa vie était réglée comme une horloge. Chaque détail planifié et exécuté avec une précision chirurgicale. Chloé Dubois était une femme qui contrôlait son environnement, qui façonnait les résultats par une planification minutieuse et une exécution implacable. Le bruit de la portière de la voiture de patrouille claquant derrière elle changea tout. « Madame, arrêtez-vous tout de suite. » L'ordre trancha l'air matinal comme une lame, si aigu et inattendu que Chloé trébucha légèrement avant de retrouver son équilibre. Elle se retourna, retirant ses écouteurs, la confusion remplaçant la méditation paisible qui avait guidé sa course. 2 agents de police blancs s'approchèrent d'elle avec la démarche déterminée d'hommes qui ont trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La voix de Leclerc portait l'autorité de 15 années passées à porter un insigne.
Mais en dessous se cachait quelque chose de plus affamé, le ton d'un prédateur qui a trouvé une proie isolée. Sa main reposait nonchalamment sur son arme alors qu'il s'approchait de Chloé. Chaque pas était calculé pour intimider. Chloé retira complètement ses écouteurs, sa respiration encore élevée à cause de la course, mais maintenant teintée de confusion. « Pardon, agent. Y a-t-il un problème ? Je fais juste mon jogging. Nous avons reçu des signalements d'activité suspecte dans ce secteur, ajouta Moreau, se plaçant sur le flanc gauche de Chloé dans une manœuvre qu'ils avaient répétée d'innombrables fois. Les deux agents se déplaçaient comme des loups, créant instinctivement des angles qui empêchaient la fuite tout en maintenant l'illusion d'une rencontre de police de routine. Chloé regarda autour d'elle le cadre paisible du parc. Des familles commençaient à arriver pour des promenades matinales. Des joueurs de tennis s'échauffaient sur des cours éloignés. Le rythme familier d'une communauté qui commence sa journée. Activité suspecte ? Je ne comprends pas. Je cours ici tous les matins. Les yeux de Leclerc se plissèrent alors qu'il étudiait sa tenue de sport coûteuse. La manière assurée dont elle se tenait. L'hypothèse claire dans sa voix que cette interaction se terminerait raisonnablement. Tout chez Chloé Dubois criait le privilège pour lui. Et ce privilège ressemblait à une insulte personnelle. Tous les matins, hein. Leclerc tourna lentement autour d'elle, forçant Chloé à se tourner pour le garder en vue. Vous habitez dans le coin. La question flotta dans l'air comme un piège. Chloé hésita, non pas par incertitude, mais parce qu'elle commençait enfin à comprendre que sa réponse honnête pourrait ne pas être ce que ses agents voulaient entendre. Son instinct, affiné par des années de navigation dans des environnements professionnels et politiques, lui disait que quelque chose n'allait fondamentalement pas dans cette rencontre. « J'habite en ville », répondit Chloé prudemment, utilisant le flou diplomatique qui l'avait bien servi dans d'innombrables situations politiques. Elle ne voulait pas mentir, mais révéler qu'elle vivait dans la résidence du préfet de région lui semblait être une information que ces hommes pourraient ne pas gérer de manière appropriée. Moreau laissa échapper un grognement de dérision. En ville, c'est ça. Quelle partie de la ville ? Le rythme cardiaque de Chloé, qui était revenu à la normale après sa course, recommença à grimper. Ses agents ne posaient pas de questions de routine. Ils cherchaient quelque chose, cherchaient une raison pour faire dégénérer une rencontre qui n'aurait jamais dû commencer. Agent, je ne suis pas sûr de quoi il s'agit, mais j'aimerais continuer ma course si cela ne vous dérange pas. La voix de Chloé maintint son calme professionnel, mais elle fit un petit pas en arrière, créant de l'espace. Sa formation médicale lui avait appris à reconnaître quand une situation se détériorait, et chaque instinct lui disait que ces hommes cherchaient le conflit. Leclerc s'avança, comblant la distance que Chloé avait essayé de créer. Vous ne décidez pas quand cette conversation est terminée. Nous menons une enquête. Une enquête sur quoi, exactement ? La question de Chloé était raisonnable, logique, le genre de demande que tout citoyen a le droit de faire. Mais dans l'esprit de Leclerc, elle représentait un défi, une attitude arrogante qui devait être corrigée. Tournez-vous et placez vos mains sur la voiture de patrouille. L'ordre explosa dans l'air matinal avec une force si soudaine qu'un jogger à proximité s'arrêta en pleine foulée, se retournant pour observer la scène qui se développait. La confusion de Chloé se transforma en quelque chose approchant l'alarme. Pardon, quoi ? Suis-je en état d'arrestation ? Quel est le chef d'accusation ? Le visage de Leclerc se durcit avec la colère vertueuse d'un homme dont l'autorité avait été remise en question. Au cours de ses 15 années de carrière, il avait appris que la soumission s'obtenait par l'intimidation, que questionner ses ordres représentait un défi à la hiérarchie naturelle qui, selon lui, maintenait la société en état de fonctionnement. Refus de coopérer à une enquête de police, comportement suspect dans un lieu public. Voulez-vous que j'ajoute résistance à l'arrestation à cette liste ? Les mains de Chloé commencèrent à trembler légèrement, non pas de peur, mais de la prise de conscience naissante qu'elle avait rencontré quelque chose de véritablement dangereux. Ces agents n'étaient pas intéressés par la sécurité publique ou l'application légitime de la loi. Ils étaient intéressés par le pouvoir, par la mettre à sa place, par lui donner une leçon sur sa place. « Je coopère », dit Chloé, sa voix stable malgré son cœur qui s'emballait. « J'ai répondu à vos questions. Je ne résiste à rien. J'ai simplement demandé de quoi on m'accuse, ce qui est mon droit légal. » La mention des droits légaux déclencha quelque chose de sombre dans l'expression de Leclerc. Les citoyens qui connaissent leurs droits représentent l'ennemi. Des fauteurs de troubles éduqués qui pensent pouvoir être plus malins que l'insigne.
qui ont besoin qu'on leur rappelle la réalité du pouvoir dans la rue. Vos droits légaux? Leclerc rit, un son dépourvu d'humour. Madame, vos droits légaux sont ce que je dis qu'ils sont en ce moment. Une petite foule commença à se rassembler. Les promeneurs de chiens ralentirent leurs pas. Les joggeurs modifièrent leur itinéraire pour mieux voir. Les joueurs de tennis sur les courts voisins interrompirent leur échauffement. La routine matinale du parc de la Tête d'Or s'ajusta autour du drame qui se développait, attiré par la fascination humaine universelle pour le conflit. Chloé remarqua le public qui se rassemblait et ressentit un moment de soulagement. Sûrement, ces agents n'iraient pas plus loin devant des témoins. Sûrement, la présence d'autres personnes restaurerait une certaine mesure de bon sens à cette rencontre. Elle ne pouvait pas se tromper davantage. Leclerc voyait la foule différemment, comme un public pour la leçon qu'il s'apprêtait à donner. Comme des témoins de ce qui arrive quand les gens oublient leur place. Son ego, déjà gonflé par des années d'autorité incontrôlée, enfla avec l'opportunité de démontrer son pouvoir devant la communauté même qui, selon Chloé, la protégerait. Dernière chance, annonça Leclerc assez fort pour que la foule rassemblée l'entende. Tournez-vous et prenez la position où nous ferons ça à la dure. L'esprit de Chloé passa en revue ses options. Elle pouvait se conformer et espérer que ce cauchemar se termine rapidement. Elle pouvait continuer à affirmer ses droits et risquer l'escalade. Elle pouvait révéler son identité et y mettre fin immédiatement. Mais quelque chose lui disait que cela pourrait empirer les choses, pas les améliorer. Agent, je ne comprends pas quelle position vous voulez que je prenne. Je n'ai rien fait de mal. Le sourire de Leclerc devint prédateur. Alors nous allons vous apprendre. Moreau sortit des serre-câbles de sa ceinture. Les menottes en plastique qui laissent des marques et créent le genre de preuves qui disparaissent après quelques jours. La foule murmura avec malaise, sentant que ceux qui allaient suivre franchiraient des lignes qui ne devraient pas être franchies. Chloé Dubois, qui s'était réveillée ce matin comme l'une des femmes les plus puissantes de la région, était sur le point d'apprendre à quelle vitesse le privilège peut s'évaporer face à une autorité incontrôlée et à la haine raciale. Retirez vos chaussures, maintenant. L'ordre de Leclerc portait l'autorité de quelqu'un qui avait déjà fait cela, qui savait exactement comment dépouiller quelqu'un de sa dignité, morceau par morceau. Chloé le fixa, incrédule, son esprit luttant pour comprendre comment un jogging matinal de routine avait pu dégénérer à ce point. Mes chaussures, agent? Je ne comprends pas pourquoi. Parce que je l'ai dit. La main de Leclerc se déplaça vers sa matraque. Nous devons les vérifier pour la contrebande. Vous pourriez cacher de la drogue, des armes, n'importe quoi dans ces baskets de luxe. Chloé baissa les yeux sur ses chaussures de course Nike à 200 €, la même paire qu'elle avait portée pour des centaines de courses dans ce même parc. L'absurdité de la demande la frappa comme un coup physique. Ces agents fabriquaient des raisons pour l'humilier, créant des justifications pour des fouilles qui n'avaient aucun fondement légal ou rationnel. C'est du harcèlement, dit Chloé doucement, mais ses mains se dirigèrent néanmoins vers ses lacets. La foule s'était agrandie, des téléphones apparaissant comme des témoins numériques pour documenter ce qui allait suivre. Chloé espérait que leur présence fournirait une certaine protection, une certaine responsabilité qui empêcherait cette situation de dégénérer davantage. Elle défit lentement ses lacets, gagnant du temps pendant que son esprit parcourait les possibilités. Elle pourrait courir, mais fuir la police leur donnerait une justification réelle pour la poursuivre et la capturer. Elle pourrait crier à l'aide, mais qui interviendrait contre des agents en uniforme? Elle pourrait révéler son identité, mais quelque chose lui disait que cela pourrait provoquer une réponse encore plus violente. Chloé retira ses chaussures et se tint pieds nus sur le pavé froid du matin. Le simple fait d'enlever ses chaussures la rendit exponentiellement plus vulnérable, plus exposée. Leclerc prit les chaussures et les secoua agressivement, les retournant comme s'il s'attendait à ce que de la drogue en tombe comme de la petite monnaie. « Où les avez-vous volées ?» demanda Moreau, examinant les chaussures avec une suspicion exagérée. Nike Air Zoom Pegasus, prix de vente environ 200 €. C'est des chaussures chères pour quelqu'un de votre quartier. Elles sont à moi. Je les ai achetées au magasin Nike des Halles, à Paris. La voix de Chloé resta stable, mais ses pieds nus sur le béton lui rappelaient à quelle vitesse le pouvoir pouvait être retiré. Elle transféra son poids d'un pied à l'autre, le froid s'infiltrant à travers ses plantes de pied. Les Halles, rit Leclerc. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait? Un vol à l'étalage? Utiliser une carte de crédit volée?
Les implications raciales flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Chloé sentit la piqûre familière des suppositions qu'elle avait combattues toute sa vie, la présomption que son succès devait être illégitime, que ses biens devaient être volés, que quelqu'un qui lui ressemblait ne pouvait pas appartenir à des espaces de privilège et de confort. Agent, je suis médecin. Je peux me permettre mes propres chaussures. L'expression de Leclerc s'assombrit. L'affirmation de son statut professionnel l'irritait clairement, représentant exactement le genre d'attitude arrogante qu'il estimait devoir corriger. Un médecin, c'est ça? Quel genre de médecin? Chirurgien cardiaque pédiatrique à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon. La spécificité de la réponse de Chloé fit hésiter Leclerc pendant exactement 3 secondes avant que sa suspicion ne reprenne le dessus. Prouvez-le. Prouvez quoi? Prouvez que vous êtes médecin. Montrez-moi une pièce d'identité, une licence médicale, quelque chose qui corrobore cette histoire. Chloé réalisa qu'elle était tombée dans un piège. Toute pièce d'identité qu'elle portait révélerait sa véritable identité, et son instinct lui disait que ses agents n'étaient pas prêts pour cette révélation. Mais refuser de fournir une pièce d'identité leur donnerait une autre excuse pour faire dégénérer la situation. Ma carte d'identité est dans ma ceinture de course, dit Chloé prudemment. Je devrais l'atteindre. Lentement, ordonna Leclerc, sa main retournant à son arme. Tout mouvement brusque, et nous supposerons que vous allez chercher une arme. Chloé se dirigea vers sa ceinture de course avec une lenteur délibérée, ses mouvements exagérés pour démontrer sa conformité. Mais avant qu'elle ne puisse accéder au compartiment caché, Moreau lui attrapa le poignet. « Attendez, nous devons d'abord vous fouiller. Vous pourriez cacher n'importe quoi dans cette ceinture. De la drogue, des armes, des biens volés. » Le cœur de Chloé battait la chamade alors qu'elle réalisait que les agents créaient un prétexte pour une fouille corporelle. « Ce n'est pas nécessaire. Je peux vous montrer ma carte d'identité tout de suite. » « C'est nous qui déterminons ce qui est nécessaire, » dit Leclerc, se déplaçant derrière Chloé. « Mettez vos mains sur le capot de la voiture de patrouille et écartez les jambes. » L'ordre envoya un frisson à travers Chloé qui n'avait rien à voir avec l'air matinal. Elle regarda la foule grandissante, les téléphones enregistrant chaque instant, les visages qui reflétaient sa propre horreur croissante face à ce qui se passait. « Agent, c'est totalement inapproprié. Je demande la présence d'un agent féminin pour toute fouille. » « Un agent féminin ? » rit Moreau. « Madame, c'est ce que vous méritez. » Mains sur la voiture, jambes écartées. Maintenant. Chloé obtempéra car elle n'avait pas le choix, plaçant ses paumes à plat contre le métal froid de la voiture de patrouille. La position la forçait à se pencher légèrement en avant, la rendant encore plus exposée et vulnérable. Ses pieds nus ne lui offraient aucune stabilité, aucun sentiment d'être ancré. Leclerc s'approcha par derrière. « Nous allons vous contrôler pour des armes et de la contrebande. Ne bougez pas sauf si on vous le demande. » Ses mains commencèrent à ses épaules, appuyant avec une force inutile. Chloé ferma les yeux et essaya de se transporter ailleurs, à son bureau à l'hôpital, à la résidence du préfet de région, n'importe où sauf en ce moment où sa dignité était systématiquement dépouillée. « Vérifie ses cheveux, » suggéra Moreau avec une malice évidente. « Votre genre aime cacher de la drogue dans vos cheveux. » Les mains de Leclerc se déplacèrent vers la queue de cheval de Chloé, l'attrapant brutalement et passant ses doigts à travers les mèches. La violation intime d'avoir ses cheveux fouillés par un étranger hostile fit frissonner Chloé. Elle serra les dents et endura, sachant que toute résistance serait accueillie par une escalade. « Beaucoup de cheveux, » commenta Leclerc, tirant plus fort que nécessaire. « On pourrait cacher n'importe quoi là-dedans. Des cailloux de crack, des pilules, des lames de rasoir. » Chloé sentit des larmes se former dans ses yeux, mais refusa de les laisser couler. Elle ne donnerait pas à ces hommes la satisfaction de la voir craquer, ne leur fournirait pas la soumission complète qu'ils cherchaient manifestement. Les mains de Leclerc descendirent jusqu'à son haut de sport, soulevant légèrement l'ourlet. « Il faut vérifier sous ici pour des armes. »« C'est une agression, » dit Chloé doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est la procédure policière, » répondit Leclerc, ses mains devenant plus agressives. « Vous avez un problème avec la procédure policière ? » La foule murmura avec une inquiétude croissante. Plusieurs personnes avaient commencé à enregistrer avec leur téléphone, capturant chaque moment de ce qui devenait clairement un abus de pouvoir. Chloé pouvait entendre des voix en arrière-plan. « C'est mal. Quelqu'un devrait signaler ça. Où est son supérieur ?
Mais personne ne s'avança pour intervenir. Personne ne défia directement les agents. L'insigne portait encore assez d'autorité pour tenir la foule à distance, même alors qu'ils étaient témoins de ce qui devenait manifestement une violation. Les mains de Leclerc atteignirent la ceinture de course de Chloé, le compartiment caché où ses bijoux et sa carte d'identité attendaient comme des bombes à retardement. Ses doigts sondèrent le tissu, cherchant l'ouverture qui changerait tout. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda-t-il, sa voix prenant un nouveau ton d'excitation. Les doigts de Leclerc trouvèrent la fermeture éclair cachée de la ceinture de course de Chloé et l'ouvrirent avec une force violente. Le mouvement soudain projeta Chloé en avant contre la voiture de patrouille, son visage se pressant contre le métal froid alors qu'elle perdait l'équilibre sur ses pieds nus. « Eh bien, qu'avons-nous là » La voix de Leclerc dégoulinait d'anticipation alors qu'il sondait le compartiment dissimulé. Ses mains devinrent de plus en plus agressives, ne prétendant plus qu'il s'agissait de contrebande, il s'agissait de pouvoir, de briser quelqu'un qu'il percevait comme trop fier, trop réussi, trop à l'aise dans des espaces où il croyait qu'elle n'avait pas sa place. « S'il vous plaît, murmura Chloé, sa voix à peine audible. « Vous me faites mal. » La ferme, gronda Moreau en se déplaçant à ses côtés. « On vous dira quand parler. » L'exploration de Leclerc de la ceinture de course devint plus invasive. Ses mains étaient délibérément brutales alors qu'elle fouillait la poche cachée. Chloé pouvait le sentir trouver ses bijoux soigneusement dissimulés, mais au lieu de les retirer, il continua la fouille avec une agression croissante. « Elle a quelque chose de bien là-dedans », annonça Leclerc à Moreau assez fort pour que la foule l'entende. « Du très bon matos. Probablement des biens volés dans une maison de riches. » La robe de sport de Chloé s'accrocha à l'insigne de Leclerc alors qu'il se penchait contre son dos, le tissu se tendant. Elle sentit le matériau se tendre, sentit les fils commencer à céder sous la pression de sa fouille agressive. Le vêtement de sport de marque qui lui avait coûté 200 € commença à se déchirer aux coutures. « Agent, s'il vous plaît, faites attention à ma. »« J'ai dit la ferme !» cria Leclerc, attrapant une poignée du tissu de la robe de Chloé et tirant fort pour affirmer sa domination. Le matériau de haute qualité, conçu pour la flexibilité et le mouvement, n'a jamais été destiné à résister à ce genre de manipulation violente. Le tissu se déchira avec un bruit de déchirement écœurant qui trancha l'air matinal comme un cri. La déchirure partit de l'omoplate de Chloé en diagonale sur son dos jusqu'à sa taille, exposant son soutien-gorge de sport et une partie importante de sa peau nue à la foule grandissante. Chloé halta et tenta instinctivement de se couvrir, mais Leclerc repoussa ses mains sur la voiture avec une efficacité brutale. « Ne bougez pas. » Le suspect tente de résister et de dissimuler des preuves. « Je ne résiste à rien », s'écria Chloé, des larmes se libérant enfin et coulant sur ses joues. « Vous venez de détruire ma robe. Vous m'exposez en public. » La foule éclata en murmures choqués et en voix en colère. Les téléphones capturèrent chaque instant alors que Chloé Dubois, l'une des femmes les plus puissantes de la région, se tenait humiliée et exposée à l'endroit où elle s'était toujours sentie le plus en sécurité. Les joggeurs du matin, les promeneurs de chiens et les joueurs de tennis s'étaient transformés en témoins involontaires de ce qui devenait clairement un abus de pouvoir systématique. « C'est ce qui arrive quand on ne coopère pas avec les enquêtes de police », dit Leclerc avec une satisfaction évidente, reculant pour admirer son œuvre. Chloé se tenait là dans sa robe déchirée, le tissu pendant en lambeaux, essayant désespérément de maintenir les restes ensemble tout en gardant sa position forcée contre la voiture. « C'est totalement inapproprié », cria une femme dans la foule. « Vous ne pouvez pas fouiller quelqu'un à corps en public comme ça. » La tête de Leclerc se tourna brusquement vers la voix avec une intensité prédatrice. « Madame, reculez ou vous serez arrêtée pour interférence avec une affaire de police. » La menace fit taire temporairement la protestation directe, mais les téléphones continuèrent d'enregistrer. Plusieurs angles capturèrent l'humiliation de Chloé, documentant chaque moment de sa dégradation avec des détails en haute définition qui se répandraient bientôt sur les plateformes de médias sociaux du monde entier. Moreau sortit des menottes de sa ceinture de service, les entraves métalliques brillant au soleil matinal comme des instruments de torture médiévaux. Il est temps de maîtriser correctement le suspect pour le transport. Transport ? Chloé tourna la tête, sa voix s'élevant avec une panique sincère. Vous m'arrêtez pour quel crime ? J'exige de savoir de quoi je suis accusé. Trouble à l'ordre public, refus de coopérer à une enquête de police légale, résistance à l'arrestation, et maintenant outrage public à la pudeur. Leclerc récita les accusations fabriquées comme une prière qu'il avait mémorisée au fil des ans.
Tournez-vous et faites-moi face. Chloé pivota lentement pour faire face aux agents, se cramponnant toujours désespérément au tissu déchiré de sa robe. Sa peau exposée la rendait totalement vulnérable, dépouillée de l'armure professionnelle et du statut social qui l'avait protégée tout au long de sa carrière accomplie. Les menottes qui approchaient représentaient la perte totale de contrôle, la reddition finale de sa dignité à ces hommes qui semblaient déterminés à la détruire. « C'est mal », cria quelqu'un dans la foule avec une audace croissante. « Vous devez arrêter ça tout de suite. » Elle n'a rien fait. La réponse de Leclerc fut rapide et intimidante. Quiconque continue d'interférer sera arrêté pour obstruction à la justice et complicité avec un suspect criminel. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à la soumission, quelqu'un dont la parole avait rarement été contestée en 15 ans de police. La menace créa un silence temporaire parmi les témoins, mais leurs téléphones continuèrent d'enregistrer. Chloé pouvait voir les appareils capturer son humiliation sous plusieurs angles, des plans larges montrant le contexte complet de son abus, des gros plans documentant les larmes sur son visage, des plans moyens capturant le tissu déchiré et la peau exposée. Moreau s'approcha avec les menottes, ses mouvements délibérés et théâtraux. « Mettez vos mains derrière votre dos, madame. Vous êtes en état d'arrestation. » Les entraves métalliques cliquetèrent sur les poignets de Chloé avec une finalité qui résonna dans l'air matinal. Les menottes la forcèrent à arquer légèrement le dos, faisant bâiller encore plus la robe déchirée et exposant davantage son soutien-gorge de sport à la foule qui regardait. Chloé ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi impuissante, aussi complètement à la merci de gens qui semblaient prendre plaisir à sa souffrance. « S'il vous plaît, » dit Chloé, sa voix brisée par l'émotion et le désespoir. « J'ai une fille adolescente. Elle pourrait voir ces images sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Je vous supplie de faire preuve d'un peu de décence humaine élémentaire. » La réponse de Leclerc démontra à quel point cette rencontre avait dépassé la décence humaine élémentaire. Il fit pivoter Chloé et la projeta de nouveau contre la voiture de patrouille, cette fois avec les menottes l'empêchant de se protéger de l'impact. Son visage heurta le métal avec un bruit sourd qui envoya des ondes de choc à travers la foule et provoqua des halètements d'horreur audibles. « Vous auriez dû penser à votre précieuse fille avant de venir ici en agissant comme si ce quartier vous appartenait, » gronda Leclerc directement dans son oreille, son souffle chaud contre sa peau. Ces mots portaient le poids d'années de ressentiment accumulés à regarder des personnes noires réussir et évoluer dans des espaces qu'il croyait réservés à d'autres comme lui. Moreau commença à photographier Chloé avec son smartphone personnel, et non l'appareil photo officiel de la police qui créerait une piste de preuve soumise à la surveillance du département. Les images qu'il captura la montraient dans la position la plus humiliante possible, menottée, partiellement vêtue, pressée contre une voiture de police comme une criminelle ordinaire plutôt que comme la professionnelle accomplie qu'elle était réellement. « Documentation des preuves », expliqua Moreau à son partenaire avec un sourire à peine dissimulé. Mais son expression racontait une histoire complètement différente. Ces photographies étaient des trophées, des souvenirs personnels de leur conquête sur quelqu'un qu'il percevait comme arrogant et méritant une humiliation complète. Chloé ferma les yeux fermement et tenta de transporter sa conscience loin de ce scénario cauchemardesque. Elle pensa à son mari, probablement en train de réviser des notes de politique dans son bureau en ce moment même, ignorant totalement que sa femme était systématiquement agressée par les agents mêmes qui avaient juré de protéger et de servir les citoyens. Elle pensa à sa fille, probablement en train d'étudier pour ses examens à la faculté de médecine de Lyon, confiante que sa mère terminait en toute sécurité son exercice matinal de routine. Leclerc retourna fouiller la ceinture de course de Chloé avec une agressivité renouvelée et un plaisir évident de son impuissance. Ses mains sondèrent le compartiment caché tandis que Chloé restait pressée contre la voiture, incapable de voir ce qu'il faisait, mais ressentant chaque contact invasif comme une violation personnelle. « Jackpot », murmura Leclerc à Moreau, ses doigts se refermant enfin sur quelque chose de substantiel dans la poche cachée. Il sortit les bijoux de Chloé avec une lenteur délibérée, savourant chaque instant comme un prédateur exposant une nouvelle proie pour établir sa domination. La montre Cartier émergea en premier, son prix de 75 000 € immédiatement apparent pour quiconque connaissait les montres de luxe. Le bracelet en platine capta la lumière du soleil matinal, scintillant comme des étoiles capturées contre l'asphalte sombre. Même Leclerc, malgré son milieu ouvrier, reconnaissait la qualité quand il la voyait. « Sainte Mère de Dieu », souffla Moreau, fixant la montre avec un étonnement non dissimulé. « C'est du vrai Cartier. Regardez ce travail d'orfèvre. » Les boucles d'oreilles en diamant suivirent, puis l'alliance, un chef-d'œuvre de 3 carats que Chloé avait reçu pour son 10e anniversaire de mariage,
symbole de leur amour durable et de leur succès partagé. Chaque bijou qui tombait sur le pavé créait une nouvelle vague de murmures dans la foule, un nouveau niveau de confusion sur qui était vraiment cette femme et comment elle pouvait se permettre des accessoires aussi chers. Où exactement avez-vous volé ces articles de luxe? Demanda Leclerc, tenant les boucles d'oreilles en diamant pour qu'elles captent la lumière. Diamant Cartier, Alliance Tiffany, montre suisse. On parle de vol qualifié ici. Ils m'appartiennent, dit faiblement Chloé, sa voix étouffée par sa position douloureuse contre la voiture. Je peux prouver qu'ils sont légitimement à moi si vous vouliez bien m'écouter. C'est ça, rit Moreau avec un amusement sincère. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Mais quelque chose dans la qualité et l'authenticité évidente des bijoux fit hésiter Leclerc un instant. Ce n'étaient pas des contrefaçons bon marché ou même des répliques coûteuses. C'étaient des articles authentiques, le genre de pièces qui se vendaient plus cher que son salaire annuel de policier. Un petit doute lancinant commença à s'insinuer dans son esprit, bien que son ego refuse de le reconnaître consciemment. Chloé sentit sa carte d'identité glisser du tissu déchiré de sa robe, le rectangle de plastique glissant le long de sa jambe vers ses pieds nus. Elle tenta de se déplacer légèrement pour empêcher sa chute, mais les menottes et le poids substantiel de Leclerc contre son dos rendaient tout mouvement significatif impossible. La carte d'identité officielle atterrit face visible sur l'asphalte, à quelques centimètres des bottes de police noires et polies de Leclerc. La photo d'identité professionnelle de Chloé le regardait depuis la carte en plastique, ainsi qu'un texte officiel qui allait absolument tout changer dans environ 30 secondes. La botte de Leclerc bougea légèrement sur l'asphalte alors qu'il ajustait sa position, et sa vision périphérique capta le rectangle blanc de la carte d'identité de Chloé, face visible sur le trottoir. Au début, son esprit ne traita pas ce qu'il voyait. Juste un autre débris de la fouille, un autre objet à cataloguer et à écarter. Il se pencha nonchalamment pour ramasser ce qu'il supposait être un permis de conduire, s'attendant à trouver une autre preuve pour étayer son récit sur le comportement criminel de Chloé. Ses doigts se refermèrent sur la carte en plastique, et il y jeta un coup d'œil avec l'expression ennuyée de quelqu'un qui remplit de la paperasse de routine. La photographie frappa sa conscience en premier, le portrait professionnel de Chloé, pris dans le style formel réservé aux hauts fonctionnaires du gouvernement. Mais c'est le texte sous la photo qui arrêta complètement son monde. Chloé Dubois, épouse du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Les mots se brouillèrent alors que le cerveau de Leclerc luttait pour traiter une information qui contredisait tout ce qu'il avait cru à propos de la rencontre de ce matin. Ses mains se mirent à trembler imperceptiblement alors que les pleines implications s'abattaient sur lui comme un bâtiment qui s'effondre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Moreau, remarquant le changement soudain de comportement de son partenaire. « Qu'est-ce qu'il y a sur la carte ?» La bouche de Leclerc s'ouvrit et se ferma sans un son, comme un poisson se noyant dans l'air. Son visage se vida de toutes couleurs, passant du rose confiant de l'autorité au gris cendré d'un homme dont la vie venait de se terminer. La carte d'identité tomba de ses doigts inertes, flottant jusqu'à l'asphalte comme un arrêt de mort. Leclerc. La voix de Moreau portait une note d'inquiétude croissante. Putain, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? La voix de Leclerc sortit comme un murmure, si bas que Moreau dut se pencher pour l'entendre. C'est l'épouse du préfet de région. Les mots restèrent suspendus dans l'air matinal comme une bombe qui n'avait pas encore explosé. L'expression de Moreau passa de la confusion à l'incrédulité, puis à une horreur naissante alors qu'il traitait ce que son partenaire venait de dire. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» L'épouse du préfet. La voix de Leclerc se brisa sur les mots. On vient de... Oh, mon Dieu! On vient d'agresser l'épouse du préfet de région. Moreau arracha la carte d'identité du sol, ses mains tremblant alors qu'il étudiait le sceau officiel, la photographie formelle, le texte sans équivoque qui identifiait Chloé Dubois comme l'épouse du préfet de région. La carte représentait 15 années d'expérience policière s'évaporant en un seul instant. « Ça ne peut pas être réel », murmura Moreau, sa voix à peine audible. « Ça doit être un faux. Une sorte d'erreur. » Mais même en prononçant ces mots, Moreau savait qu'ils étaient des mensonges. La carte d'identité était manifestement authentique, portant tous les éléments de sécurité et les sceaux officiels qu'il serait impossible de contrefaire. Plus important encore, tout chez Chloé prenait soudain un sens, les bijoux coûteux, l'attitude confiante, l'attente d'être traitée avec respect. Leclerc recula de Chloé comme si elle était soudainement devenue radioactive. Ses mains, qui quelques instants auparavant fouillaient agressivement son corps,
flottaient maintenant dans les airs comme si elles avaient peur de toucher quoi que ce soit. L'autorité qui avait défini son identité pendant 15 ans s'effondra comme un château de cartes dans un ouragan. « Madame » commença le clerc, sa voix se brisant de désespoir. « Madame, je suis tellement désolé. Il y a eu une terrible erreur, un malentendu. » Chloé, toujours pressée contre la voiture de patrouille, menottée et les vêtements déchirés, tourna lentement la tête pour le regarder. Ses yeux, rouges de larmes et brillants de douleur, se fixèrent sur son visage avec une intensité laser. Un malentendu? La voix de Chloé était calme, contrôlée, mais en dessous courait un courant de fureur qui glaça le sang de Leclerc. C'est comme ça que vous appelez l'agression sexuelle de l'épouse du préfet de région devant 50 témoins? La foule, qui avait murmuré avec une agitation croissante, éclata soudainement lorsque quelqu'un cria « Est-ce qu'elle vient de dire l'épouse du préfet? Oh mon Dieu, ils viennent d'attaquer l'épouse du préfet !» L'information se répandit parmi les témoins rassemblés comme une traînée de poudre. Chaque personne transmettant la nouvelle choquante aux nouveaux arrivants jusqu'à ce que toute la foule comprenne l'ampleur de ce qu'ils venaient de voir. Les téléphones qui enregistraient déjà devinrent soudainement des preuves précieuses de la rencontre policière la plus catastrophique de l'histoire récente de la région. Moreau chercha ses clés, ses mains tremblant si violemment qu'il pouvait à peine manipuler le mécanisme des menottes. « S'il vous plaît, Madame Dubois, laissez-moi vous enlever ces menottes immédiatement. Ne me touchez pas. » L'ordre de Chloé arrêta net Moreau. « N'osez plus jamais me toucher. » Leclerc tenta de retirer sa veste de police pour couvrir la robe déchirée de Chloé, mais elle recula avec une telle révulsion évidente qu'il trébucha en arrière. Chaque geste de tentative d'aide ne faisait que souligner l'horreur de ce qu'il avait fait, la nature irréversible de ses actions. « S'il vous plaît, » supplia Leclerc, sa voix se brisant complètement. « S'il vous plaît, ne le dites pas au préfet. On peut arranger ça. On peut réparer ça. » Chloé se tourna lentement pour faire face aux deux agents. Sa dignité intacte malgré ses vêtements déchirés et son traumatisme évident. Quand elle parla, sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à être entendu, quelqu'un dont les mots façonnent la politique et déterminent les carrières. Réparer ça? Le rire de Chloé était dépourvu d'humour, aussi tranchant que du verre brisé. Vous voulez réparer ça? Vous m'avez menotté, déchiré ma robe, photographié à moitié nu et mené une fouille illégale de mon corps devant des dizaines de témoins. Vous m'avez lancé des insultes raciales et menacé de placer de fausses preuves sur moi. Chaque mot frappa Leclerc comme un coup physique. Il pouvait voir sa carrière mourir, sa pension s'évaporer, l'avenir de sa famille s'effondrer à chaque syllabe qui sortait de la bouche de Chloé. Nous ne savions pas, commença à protester Moreau. Vous ne saviez pas parce que vous ne vous souciez pas de savoir, le coupa Chloé avec une précision chirurgicale. Vous avez vu une femme noire faire de l'exercice dans un espace où vous pensiez qu'elle n'avait pas sa place, et vous avez décidé de lui donner une leçon. La seule erreur que vous avez commise, c'est de choisir la mauvaise femme noire. La foule avait atteint plus d'une centaine de personnes, tout enregistrant, toutes assistant à la destruction complète de 2 carrières de police en temps réel. Les notifications des réseaux sociaux commencèrent à retentir alors que les premières vidéos étaient mises en ligne, que les hashtags commençaient à devenir tendance, que l'histoire commençait son voyage viral sur Internet. Leclerc tomba à genoux sur l'asphalte. Le poids total de ses actions l'écrasant enfin complètement. Ses 15 années de carrière, sa réputation, la sécurité de sa famille, tout détruit en 20 minutes de haine incontrôlée et d'abus de pouvoir. La première vidéo fut mise en ligne sur Twitter à exactement 7h23, 90 secondes après la révélation de l'identité de Chloé. Le clip de 30 secondes, capturé par un jogger matinal, montrait Leclerc à genoux devant une femme noire à moitié vêtue et menottée. La légende disait « La police de Lyon vient d'agresser l'épouse du préfet, justice pour Chloé scandale police Lyon ». En 3 minutes, la vidéo avait été retweetée 847 fois. En 5 minutes, elle atteignit 50 000 vues. Au moment où Chloé put enfin libérer ses mains des menottes, son agression était le sujet numéro 1 sur Twitter dans tout le pays. Chloé se tenait à côté de la voiture de patrouille, tenant les restes déchirés de sa robe avec des mains tremblantes. Quelqu'un de la foule, une jeune mère avec une poussette de jogging, lui offrit un sweatshirt, que Chloé accepta avec gratitude. Le simple acte de gentillesse d'une étrangère lui parut comme de l'eau dans un désert après la cruauté qu'elle venait de subir. « Merci », murmura Chloé en enfilant le sweatshirt emprunté par-dessus sa robe déchirée. Sa voix était rauque d'avoir pleuré, mais sa dignité restait intacte.
Même dans son traumatisme, elle maintenait le sang-froid qu'il avait porté à travers des années de défis politiques et sociaux. Leclerc et Moreau se tenaient figés à côté de leur voiture de patrouille, regardant leur vie se désintégrer en temps réel à travers les écrans de dizaines de téléphones. Aucun des deux agents ne savait comment gérer une situation qui avait complètement échappé à leur contrôle. La matinée qui avait commencé avec une telle confiance en leur autorité s'était transformée en un cauchemar au-delà de leurs pires imaginations. Chloé attrapa son téléphone avec des mains tremblantes. Son premier appel devait être pour son mari, avant qu'il n'apprenne cela par les réseaux sociaux ou les bulletins d'information. Le préfet de région ne devait pas découvrir l'agression de sa femme par les fils Twitter ou les alertes des chaînes d'information. Chloé ? Chérie, tu es censée courir. Pourquoi appelles-tu ? La voix de son mari portait la familiarité confortable de 23 ans de mariage, ignorant totalement que leur monde venait d'exploser de la manière la plus publique possible. Olivier. La voix de Chloé se brisa sur son nom. Quelque chose de terrible est arrivé. J'ai besoin que tu envoies la sécurité au parc de la Tête d'Or tout de suite. J'ai été agressé par des agents de la police nationale. Le silence à l'autre bout du fil s'étira pendant 5 secondes qui parurent des heures. Lorsque le préfet parla enfin, sa voix s'était transformée de celle d'un mari à celle d'un leader, d'un citoyen privé à l'homme le plus puissant de la région faisant face à une crise sans précédent. Es-tu blessé ? Es-tu en sécurité en ce moment ? As-tu besoin de soins médicaux ? Ces questions fusaient, produit de sa formation en gestion de crise et d'une terreur sincère pour le bien-être de sa femme. Je suis en sécurité maintenant. Mais Olivier, il y a des vidéos. Beaucoup de vidéos. Ça va être partout dans quelques minutes. Nous devons nous préparer à la pire tempête médiatique de notre vie. Pendant que Chloé parlait à son mari, son agression continuait son voyage viral sur les plateformes de médias sociaux avec un élan imparable. Les utilisateurs de TikTok commencèrent à créer des vidéos de réaction, leur visage montrant un choc et une indignation sincères face aux images. Les stories Instagram répandirent la nouvelle à travers les réseaux d'influence, atteignant des millions de followers en quelques minutes. Les groupes Facebook dédiés à la justice sociale partagèrent les images avec des commentaires de plus en plus indignés et des appels à une action immédiate. Le hashtag épouse du préfet agressé devint le sujet le plus tendance sur Twitter au niveau mondial, dépassant les principaux événements d'actualité internationaux. Le hashtag brutalité policière Lyon suivit de près, accumulant des centaines de milliers de messages par heure. Le hashtag justice pour Chloé Dubois commença à prendre de l'ampleur à mesure que les utilisateurs apprenaient son nom et son parcours professionnel. Le téléphone personnel de Leclerc se mit à vibrer sans cesse avec des notifications, des appels manqués de sa femme, des messages de ses amis et de sa famille qui avaient vu les vidéos, des messages vocaux de journalistes qui avaient déjà réussi à obtenir ses coordonnées grâce à des recherches dans les archives publiques. Chaque notification ressemblait à un autre clou dans le cercueil de son ancienne vie. Moreau essaya désespérément d'appeler son représentant syndical, mais l'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Il essaya encore, puis encore, devenant de plus en plus frénétique à chaque connexion échouée. Le syndicat qu'il avait protégé tout au long de sa carrière semblait avoir disparu précisément au moment où il en avait le plus besoin. Même son représentant syndical, regardant les vidéos se propager sur les réseaux sociaux, savait que cette affaire était trop toxique pour y toucher. À la préfecture de police de Lyon, l'assistante du chef Pierre Lambert fit irruption dans son bureau sans frapper, violant les protocoles dans son urgence. « Chef, vous devez voir ça tout de suite. » C'est à propos de Leclerc et Moreau. Elle lui tendit son téléphone, montrant la vidéo virale qui avait été vue 2,3 millions de fois au cours des 8 dernières minutes. Le visage du chef Lambert devint complètement blanc alors qu'il regardait ses agents agresser et humilier systématiquement la femme la plus puissante de la région. Son téléphone se mit immédiatement à sonner. Le cabinet du maire, l'hôtel de région, BFM TV, LCI, le bureau du SRPJ de Lyon. Chaque appel entrant représentait une autre couche de responsabilité à laquelle il devrait faire face. Ramenez Leclerc et Moreau au siège immédiatement, aboya Lambert à son assistante tout en attrapant son manuel de gestion de crise. Une enquête interne complète commence maintenant, et mettez notre équipe juridique en conférence téléphonique dans l'heure. Mais il était déjà bien trop tard pour un contrôle significatif des dégâts. La vidéo avait échappé aux limites des réseaux sociaux et était entrée dans le domaine de la couverture médiatique grand public. BFM TV interrompit sa programmation régulière avec une alerte d'information de dernière minute accompagnée de graphiques rouges dramatiques.
Le bandeau indiquait « La police agresse l'épouse du préfet de région pendant son jogging matinal ». Chloé monta finalement dans sa propre Mercedes, le sweatshirt emprunté lui offrant une certaine dignité alors qu'elle rentrait chez elle avec une escorte policière assignée à la hâte des agents différents, qui la traitaient avec la déférence et le respect qu'elle aurait dû recevoir dès le début. L'ironie ne lui échappa pas qu'elle avait besoin d'une protection policière contre des policiers. Derrière elle, Leclerc et Moreau restaient au parc de la Tête d'Or, entourés par des foules grandissantes et un nombre croissant de caméras de télévision arrivées avec une vitesse stupéfiante. Aucun des deux hommes ne savait quoi faire ensuite, comment commencer à gérer la catastrophe qu'ils avaient créée par leurs propres actions. L'épouse de Leclerc, Isabelle Lefebvre, appela de leur maison de banlieue, sa voix stridente de panique et de confusion. « Stéphane, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ? Les voisins n'arrêtent pas de m'appeler, disant que tu es partout aux infos pour avoir attaqué une femme. Il y a des gens qui se rassemblent devant notre maison avec des pancartes. Isabelle, prends les enfants et va chez ta mère immédiatement, tout de suite. N'emporte rien. Pas, c'est tout. » La voix de Leclerc était mécanique, distante, comme un homme lisant son propre avis de décès tout en respirant encore. « Stéphane, qu'est-ce que tu nous as fait ? Qu'est-ce que tu as fait à notre famille ?» La voix d'Isabelle monta presque à l'hystérie alors que la réalité de leur situation commençait à s'imposer. Leclerc raccrocha sans répondre car il n'y avait pas de réponse qui ait du sens, pas d'explication qui justifie la destruction complète de tout ce pourquoi il avait travaillé tout au long de sa vie d'adulte, sa carrière de 15 ans, la sécurité financière de sa famille, l'avenir de ses enfants, tout détruit en 20 minutes de haine incontrôlée et d'abus de pouvoir. Moreau ne s'en sortit pas mieux avec ses relations personnelles. Sa petite amie lui envoya un SMS avec une terreur évidente. « C'est toi dans ces vidéos ? Les gens disent que tu as agressé sexuellement l'épouse du préfet. J'ai peur. Ne rentre pas à la maison. Mes parents disent que je ne peux plus te voir. » La femme qu'il prévoyait de demander en mariage le mois prochain venait de le rayer de sa vie sur la base de 60 secondes d'images vidéo virales. Les médias internationaux commencèrent à reprendre l'histoire avec une rapidité remarquable, transformant un incident local en un symbole mondial. BBC News titra « Des policiers américains agressent l'épouse d'un gouverneur dans un parc public ». Deutsche Welle le couvrit sous le titre « La brutalité policière américaine atteint de nouveaux sommets ». L'histoire devint un symbole du dysfonctionnement américain, diffusé à des publics du monde entier qui considéraient déjà la police américaine avec suspicion. La mère Valérie Lefebvre regarda la vidéo virale dans son bureau, entourée de son équipe de gestion de crise assemblée à la hâte. Quelle est la gravité de cette situation ? Demanda-t-elle à son directeur de la communication tout en attrapant ses protocoles d'intervention d'urgence. C'est du niveau de Rodney King. C'est du niveau de George Floyd. Cela pourrait littéralement enflammer la ville si nous ne gérons pas chaque aspect de cette affaire parfaitement à partir de maintenant. La maire convoqua immédiatement une conférence de presse pour 14 heures, donnant à son personnel exactement 6 heures pour élaborer une réponse susceptible d'éviter des émeutes. Son équipe commença à rédiger des déclarations soigneusement formulées, à préparer des points de discussion détaillés, à se coordonner avec les autorités nationales qui seraient inévitablement impliquées dans une affaire de cette ampleur et de cette visibilité. À l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon, les collègues de Chloé regardèrent les vidéos circuler dans les groupes WhatsApp du personnel hospitalier en silence, stupéfaits. Le docteur Jennifer Walsh, partenaire de longue date de Chloé dans le programme de chirurgie cardiaque, fixa son téléphone avec une incrédulité totale. « C'est notre Chloé. C'est le docteur Dubois. Comment cela a-t-il pu arriver à quelqu'un comme elle ?» Le service des relations publiques de l'hôpital entra en mode de crise totale, répondant à des dizaines d'appels de journalistes cherchant des commentaires sur l'agression publique de leur éminente chirurgienne. L'institution où Chloé avait sauvé des centaines de vies d'enfants se retrouva soudainement au cœur d'une histoire d'actualité nationale aux implications imprévisibles. La fille de Chloé, Léa Dubois, appela de la faculté de médecine de Lyon, pleurant hystériquement après avoir vu les vidéos partagées sur tout son campus. « Maman, tout le monde ici partage des vidéos de toi en train de te faire agresser. Tous mes professeurs en parlent. Est-ce que ça va ? Est-ce que je dois prendre un avion pour rentrer tout de suite ? Reste à l'école, ma chérie, dit Chloé, son instinct maternel l'emportant sur son propre traumatisme et son épuisement. Je vais bien aller. Ton père et moi allons gérer cette situation comme il se doit. Mais même en essayant de réconforter sa fille avec des mots rassurants, elle savait que gérer cela nécessiterait un niveau de force publique qu'elle n'était pas sûre de posséder.
Les vidéos de son humiliation existeraient pour toujours, archivées sur des serveurs du monde entier, disponibles pour être visionnées par quiconque disposant d'une connexion Internet pendant des décennies. Leclerc tenta d'appeler ses parents âgés dans un village en Provence, espérant les avertir avant qu'ils ne voient la couverture médiatique. Mais lorsque son père, Jean Leclerc, répondit au téléphone, la déception dans sa voix était absolument écrasante. « Fils, je l'ai déjà vu à la télévision. Ce que tu as fait à cette femme, ce n'est pas comme ça que ta mère et moi t'avons élevé à traiter les gens. Papa, tu ne comprends pas toute la situation. Je comprends bien assez, Stéphane. Je comprends que mon fils est devenu le genre d'homme que j'ai honte d'appeler ma famille. » La ligne se coupa et Leclerc réalisa qu'il avait perdu plus que son emploi et sa carrière. Il avait perdu son identité, ses relations, sa place dans la communauté où il avait vécu toute sa vie. À 9 h, exactement 2 heures après le début de l'agression, Justice pour Chloé avait été tweetée 4,7 millions de fois. L'histoire dominait tous les cycles d'information, des émissions matinales aux chaînes d'information en continu en passant par les diffusions internationales. L'agression de Chloé Dubois était devenue plus qu'un incident local. C'était un symbole de tout ce qui n'allait pas avec la police en France. Et à la résidence du préfet de région, Chloé était assise dans sa salle de bain privée, portant toujours le sweatshirt emprunté à une inconnue, fixant son reflet dans le miroir et essayant de comprendre comment un jogging matinal de routine était devenu une crise nationale qui définirait le reste de sa vie. L'agente spéciale Sandrine Roussel du SRPJ de Lyon reçut l'appel à 9 h 47, alors qu'elle examinait des dossiers dans son bureau. La voix de son supérieur portait une urgence qu'elle avait rarement entendue en 15 ans de carrière. « Roussel, laissez tout tomber. On a besoin de vous sur l'affaire Dubois immédiatement. C'est maintenant une enquête nationale sur les violations des droits fondamentaux avec une supervision directe de Paris. L'agression de l'épouse du préfet. Je l'ai vu sur les fils d'actualité. » L'esprit de Roussel passa en revue les implications. Les affaires impliquant des personnalités politiques nécessitaient un traitement délicat, mais les affaires de brutalité policière contre les membres de la famille de personnalités politiques représentaient un territoire inexploré. C'est plus grand que les fils d'actualité maintenant. Le cabinet du garde des Sceaux a appelé personnellement. Ils veulent une enquête complète sur les violations des droits fondamentaux, un examen des pratiques et un audit complet des protocoles d'usage de la force de la police nationale. Vous êtes l'enquêtrice principale. Roussel arriva au parc de la Tête d'Or en 30 minutes, ses accréditations lui ouvrant un chemin à travers la foule croissante de journalistes et de manifestants. La scène était restée largement intacte. Leclerc et Moreau toujours présents. La voiture de patrouille toujours positionnée là où l'agression de Chloé avait eu lieu. Des dizaines de témoins fournissant encore des déclarations aux enquêteurs qui arrivaient. Elle s'approcha des deux agents avec la précision méthodique qui avait fait d'elle l'une des meilleures enquêtrices du service. Leclerc et Moreau se tenaient à côté de leur voiture de patrouille comme des condamnés attendant leur exécution. Leur confiance antérieure s'était complètement évaporée. Brigadier-chef Leclerc, agent Moreau, je suis l'agente spéciale Roussel, SRPJ. Vous êtes tous les deux sujets d'une enquête nationale pour violation potentielle des droits fondamentaux dans l'exercice de vos fonctions. La voix de Leclerc sortit comme un croassement. Agente Roussel, il y a eu un malentendu. Nous ne savions pas qui elle était. L'expression de Roussel ne changea pas alors qu'elle étudiait les deux hommes avec le regard analytique de quelqu'un entraîné à lire la tromperie. Brigadier-chef Leclerc, êtes-vous en train de me dire que les droits fondamentaux de Madame Dubois dépendent de son identité plutôt que de son humanité? La question resta suspendue dans l'air comme une lame. Moreau se déplaça mal à l'aise, réalisant que chaque mot qu'il prononçait était enregistré, catalogué et serait probablement utilisé contre eux devant un tribunal. Ce n'est pas ce que je voulais dire, rétropédala désespérément Leclerc. Je voulais dire que nous répondions à un appel légitime concernant une activité suspecte. Roussel sortit une tablette numérique et leur montra une chronologie préliminaire que son équipe avait déjà construite. Selon les registres radio, l'appel initial est arrivé à 6 h 18. Madame Dubois n'a commencé à courir qu'à 6 h 25. Voudriez-vous expliquer comment un rapport d'activité suspecte a précédé l'activité elle-même? La question révéla un niveau de préparation qui terrifia les deux agents. Le SRPJ avait clairement travaillé sur cette affaire depuis l'apparition des premières vidéos virales, mobilisant des ressources et des preuves avec une efficacité effrayante. Roussel interrogea méthodiquement les témoins, constituant un dossier complet des événements. Monique Dubois, la femme âgée qui avait salué Chloé pendant sa course,
fournit un témoignage crucial sur la présence habituelle de Chloé dans le quartier. Elle court sur ce parcours depuis des années, expliqua Madame Dubois, sa voix tremblant d'émotion. Elle a toujours été polie, a toujours dit bonjour. Ses agents l'ont ciblée sans aucune raison, sauf la couleur de sa peau. Le professeur Laurent Roussel de l'Université Lumière Lyon 2 corrobora le statut professionnel de Chloé. Le docteur Dubois est l'une des chirurgiennes pédiatriques les plus respectées de Lyon. Elle a donné des conférences médicales, participé à des initiatives de santé communautaire et sauvé d'innombrables vies d'enfants. L'idée qu'elle puisse être impliquée dans une activité criminelle est absurde. L'équipe de Roussel collecta des preuves matérielles avec une précision forensique. La robe déchirée de Chloé, photographiée sous plusieurs angles, montrait clairement l'étendue de l'agression des agents. Les bijoux coûteux éparpillés sur l'asphalte démontraient l'invraisemblance des allégations de vol. Plus important encore, les nombreuses vidéos de téléphone fournissaient un enregistrement non édité de toute la rencontre. Pendant ce temps, au siège du SRPJ, les analystes forensiques commencèrent à examiner les dossiers d'emploi de Leclerc et Moreau, à la recherche de schémas qui pourraient indiquer des violations systématiques des droits fondamentaux. Ce qu'ils découvrirent choqua même les enquêteurs expérimentés. La carrière de 15 ans de Leclerc révéla un schéma troublant de plaintes, toutes impliquant des citoyens d'origine africaine, toutes systématiquement rejetées par la direction du département. Catherine Petit, une professeure de lycée, avait déposé une plainte en 2019 après que Leclerc eût effectué un contrôle routier agressif qui l'avait humilié devant ses élèves. La plainte fut classée sans suite comme non fondée malgré le témoignage de témoins. Marcus Johnson, un vice-président de banque, s'était plaint en 2021 d'avoir été menotté et fouillé après que Leclerc eût affirmé qu'il correspondait à la description d'un suspect de vol. Le vol avait eu lieu dans une autre ville, rendant le contrôle totalement injustifié. Encore une fois, la plainte fut classée sans suite. Sophie Bernard, une infirmière à l'hôpital Femmes-Mère-Enfant de Lyon, signala Leclerc pour avoir effectué une fouille corporelle inappropriée lors d'une infraction au code de la route en 2022. Elle allégua spécifiquement que Leclerc l'avait touché de manière inappropriée tout en prétendant chercher des armes. La plainte disparut dans la bureaucratie du département sans enquête sérieuse. L'équipe de Roussel identifia 47 plaintes contre Leclerc au cours de sa carrière, avec une écrasante majorité impliquant des femmes noires. Le schéma ne révélait pas des incidents isolés de mauvaise conduite, mais un comportement prédateur systématique protégé par une indifférence institutionnelle. Agent Roussel, rapporta son analyste forensique, le dossier de plainte de Leclerc montre des preuves claires de prédation sexuelle déguisée en procédure policière. Il cible spécifiquement les femmes noires dans les quartiers aisés en utilisant des contrôles prétextes pour justifier des fouilles inappropriées. L'analyse s'étendit au dossier de Moreau, révélant son rôle de facilitateur et de co-conspirateur. Bien que Moreau ait moins de plaintes directes, les déclarations de témoins le plaçaient systématiquement comme présent lors des violations les plus flagrantes de Leclerc, fournissant un soutien et une légitimité à des fouilles illégales. Roussel interrogea d'autres victimes alors que la nouvelle de l'enquête se répandait. Des femmes qui avaient été trop intimidées pour se manifester initialement commencèrent à partager leurs expériences, encouragées par la notoriété de Chloé et l'engagement évident du SRPJ à poursuivre la justice. Le docteur Florence Girard, une psychiatre à l'Université Lumière Lyon 2, décrivit une rencontre datant de 2020. Leclerc m'a arrêté devant mon cabinet en prétendant que quelqu'un avait signalé une activité suspecte. Il m'a fait enlever ma veste et mes chaussures, puis a fouillé mon sac à main en faisant des commentaires sur des articles coûteux qu'il prétendait que je ne pouvais pas me permettre. Je me suis senti violé et humilié, mais qui allait me croire contre un agent de police? Sophie Bernard, une travailleuse sociale, raconta un incident de 2021 où Leclerc l'avait forcé à se soumettre à une fouille corporelle après avoir affirmé que sa voiture correspondait à la description d'un véhicule impliqué dans un crime. Il m'a fait écarter les jambes et mettre les mains sur sa voiture de patrouille pendant qu'il me fouillait de manière inappropriée. Quand j'ai demandé un agent féminin, il m'a dit que je n'avais pas à faire de demande. Chaque nouveau récit de victime ajoutait une autre couche à l'affaire, transformant l'agression de Chloé d'un incident isolé en une preuve de violation systématique des droits fondamentaux s'étalant sur plusieurs années. L'enquête de Roussel révéla la corruption institutionnelle qui avait permis le comportement de Leclerc. La signature du chef de la police, Pierre Lambert, apparaissait sur les lettres de classement de nombreuses plaintes contre Leclerc, souvent avec une enquête minimale. Le schéma suggérait soit une incompétence grossière, soit une dissimulation active. Des courriels internes obtenus grâce à des réquisitions judiciaires révélèrent des communications troublantes entre la direction du département. Dans un courriel,
le chef Lambert qualifiait les plaintes pour violation des droits fondamentaux de « paperasse nuisible » et donnait pour instruction aux superviseurs de les traiter, rapidement et discrètement. Un autre courriel discutait de stratégie pour « protéger les bons agents des accusations futiles ». Le rôle du syndicat de police devint de plus en plus clair à mesure que l'équipe de Roussel examinait les registres financiers. L'avocat du syndicat, Arnaud Leroy, avait reçu des paiements substantiels pour défendre le clerc contre des plaintes antérieures, créant une incitation financière à étouffer les allégations plutôt qu'à traiter la mauvaise conduite. Les stratégies juridiques de Leroy, révélées par des dossiers judiciaires et des documents internes, consistaient systématiquement à attaquer la crédibilité des victimes plutôt qu'à aborder la conduite des agents. Son approche standard incluait l'enquête sur la vie personnelle des victimes, la remise en question de leur motivation à porter plainte et l'utilisation de leur race et de leur statut socio-économique pour saper leur crédibilité. Roussel interrogea des agents de la police nationale à la retraite qui exprimèrent leur soulagement que quelqu'un enquête enfin sur la culture du département. La sergente Marie Dupont, qui a pris sa retraite en 2020 après 25 ans de service, parla franchement de l'environnement toxique. Le clerc était intouchable, expliqua Dupont. Tout le monde savait qu'il avait des problèmes avec les femmes noires, mais personne ne voulait le défier. Il avait des relations, la protection du syndicat et une réputation de représailles contre les agents qui le contrariaient. Dupont décrivit des cas où elle avait été témoin du comportement inapproprié de Leclerc, mais s'était sentie impuissante à intervenir. La culture du département protégeait les types comme Leclerc tout en faisant taire les agents qui essayaient de faire ce qui est juste. C'est un soulagement que quelqu'un avec une réelle autorité écoute enfin. L'enquête s'étendit aux images de la caméra de bord de la voiture de patrouille que le département avait initialement prétendu être défectueuse lors de l'agression de Chloé. Les spécialistes techniques du SRPJ récupérèrent les données supposément corrompues, révélant que les caméras avaient été délibérément désactivées avant que Leclerc et Moreau n'approchent Chloé. L'analyse forensique numérique des appareils personnels de Leclerc apporta des preuves choquantes de sa mentalité prédatrice. Des messages textes entre Leclerc et Moreau, envoyés quelques heures seulement avant l'agression de Chloé, révélèrent leur intention de cibler les femmes noires dans les quartiers aisés. « Allons chasser de la noire arrogante aujourd'hui », avait texté Leclerc à 5h47, 40 minutes avant que Chloé ne commence sa course. La réponse de Moreau était tout aussi accablante, « J'adore quand elle pleure et supplie. Ça me fait ma journée ». Les messages textes fournirent aux procureurs nationaux des preuves directes de préméditation et de motivation raciale, élevant les charges potentielles de simple violation des droits fondamentaux à des crimes de haine à caractère raciste avec des peines nettement plus longues. L'équipe de Roussel découvrit que Leclerc conservait une collection de photos privées sur son téléphone personnel, des images trophées de femmes noires qu'il avait humiliées lors de contrôles routiers et de fouilles. La collection contenait 127 photos s'étalant sur 8 ans. Chaque image montrait des femmes dans des positions dégradantes avec une détresse visible sur leur visage. Ce n'est pas du maintien de l'ordre, rapporta Roussel à son superviseur. C'est de la prédation sexuelle rendue possible par un insigne et une dissimulation institutionnelle systématique. Leclerc a utilisé son autorité pour victimiser des femmes et le département l'a protégé des conséquences. L'enquête révéla une corruption financière aux côtés des violations des droits fondamentaux. Les experts comptables de Roussel découvrirent que le chef Lambert recevait des paiements réguliers du fonds de défense juridique du syndicat de police, créant une incitation financière directe à rejeter les plaintes contre des agents problématiques comme Leclerc. Les relevés bancaires montrèrent que Lambert avait reçu 47 000 € en honoraires de consultation du syndicat au cours des 3 dernières années, des paiements qui coïncidaient avec son rejet d'allégations graves de mauvaise conduite. L'arrangement représentait un conflit d'intérêts clair et des accusations potentielles de corruption. L'équipe de Roussel découvrit des preuves que le cabinet de la maire Valérie Lefebvre était au courant des plaintes concernant Leclerc, mais avait choisi de les ignorer pour des raisons politiques. Des mémos internes révélèrent des discussions sur la manière d'éviter la publicité négative pendant les années électorales en étouffant les enquêtes sur la mauvaise conduite de la police. Le chef de cabinet de la maire avait spécifiquement donné pour instruction à la liaison du département de minimiser les plaintes relatives aux droits fondamentaux pendant le cycle électoral de 2022. Ils étaient plus préoccupés par l'optique politique que par les violations constitutionnelles, rapporta l'analyste de Roussel. L'enquête nationale s'étendit à l'académie de police où Leclerc et Moreau avaient reçu leur formation. Les archives de l'académie révélèrent une culture de préjugés raciaux intégrée dans le programme lui-même. Des supports de formation obtenus grâce à des réquisitions judiciaires contenaient des références à des « modèles de criminalité urbaine » qui stéréotypaient clairement les communautés minoritaires. Un module de formation décrivait les femmes noires comme « susceptibles d'être conflictuelles et nécessitant un contrôle ferme »,
fournissant une justification pseudo-académique pour les tactiques agressives employées par Leclerc. Roussel interrogea des instructeurs actuels et anciens de l'académie qui décrivirent une culture où la formation aux droits fondamentaux était traitée comme une exigence bureaucratique plutôt que comme des principes essentiels de l'application de la loi. Les cadets apprenaient que leur autorité était absolue, confia un instructeur à la retraite. Personne ne leur a enseigné les limites ou la responsabilité. L'enquête révéla que la promotion de Leclerc à l'académie comprenait plusieurs agents qui avaient plus tard fait face à des violations des droits fondamentaux, suggérant des problèmes systématiques dans la formation et le recrutement. L'équipe de Roussel identifia des schémas de mauvaise conduite qui remontaient à des cohortes de formation spécifiques, indiquant des échecs institutionnels plutôt qu'individuels. Alors que l'enquête s'approfondissait, les ramifications politiques commencèrent à se propager à travers la structure du pouvoir. Le préfet de région Durand subit des pressions pour faire preuve d'un leadership décisif tout en gérant son angoisse personnelle face au traumatisme de sa femme. La collecte finale de preuves de Roussel incluait des registres financiers montrant le coût total de la dissimulation institutionnelle. La ville de Lyon avait payé plus de 2,4 millions d'euros en règlement pour des plaintes liées à Leclerc au cours de la dernière décennie. De l'argent qui provenait des contribuables plutôt que de tenir l'agent responsable. La ville gérait essentiellement un fonds d'assurance pour les victimes de Leclerc, expliqua Roussel aux procureurs nationaux. Il trouvait moins cher de payer des règlements que de s'attaquer aux problèmes sous-jacents. Roussel prépara son rapport préliminaire pour Paris, sachant que les preuves qu'elle avait recueillies entraîneraient probablement des accusations contre Leclerc et Moreau, ainsi qu'un décret de consentement national complet exigeant que la police nationale de Lyon subisse une réforme fondamentale sous tutelle nationale. Il ne s'agit pas seulement de deux mauvais agents, expliqua Roussel à son superviseur lors d'une vidéoconférence sécurisée. Il s'agit d'une culture de département qui a permis des violations systématiques des droits fondamentaux pendant plus d'une décennie. L'agression de Chloé Dubois était le résultat inévitable d'un échec institutionnel qui atteint les plus hauts niveaux du gouvernement de la ville. L'enquête s'était transformée d'un examen d'incident unique en une enquête complète sur des violations systématiques des droits fondamentaux, la corruption et un échec institutionnel qui allait remodeler toute l'approche de Lyon en matière de police et de responsabilité. Chloé Dubois était assise dans le bureau de son avocat 3 jours après l'agression, ses mains tremblant encore légèrement alors qu'elle examinait les preuves croissantes que l'enquête de Sandrine Roussel avait découvertes. Son avocat spécialiste des droits fondamentaux, Patrice Bernard, étala des photographies et des documents sur la table de conférence en acajou comme les pièces d'un puzzle horrible. Chloé, ce que le SRPJ a trouvé va bien au-delà de ce qui vous est arrivé, expliqua Bernard, sa voix portant le poids de quelqu'un qui avait passé 20 ans à lutter contre les cas de mauvaise conduite policière. L'agente Roussel a documenté un schéma d'abus systématique qui s'étend sur toute la carrière de Leclerc. Bernard produisit un épais dossier contenant les déclarations de 27 femmes qui s'étaient manifestées depuis que l'agression de Chloé était devenue virale. Chaque récit suivait un schéma similaire, contrôle prétexte, fouilles inappropriées, harcèlement racial et dissimulation institutionnelle. « Écoutez ça », dit Bernard en lisant la déclaration sous serment du docteur Florence Girard. « Leclerc m'a forcé à enlever mon chemisier pendant ce qu'il a appelé une recherche d'armes devant mon cabinet médical. Il m'a photographié en soutien-gorge, prétendant que c'était pour les preuves. Quand j'ai déposé une plainte, le chef Lambert l'a classée sans suite et sans interroger un seul témoin. » Chloé ferma les yeux, reconnaissant le schéma familier de l'humiliation qu'elle avait subi. Combien d'autres ? 27 victimes confirmées jusqu'à présent. Le SRPJ pense qu'il pourrait y en avoir d'autres qui ne se sont pas encore manifestés. Bernard fit glisser un autre document sur la table. C'est l'historique des plaintes de Leclerc. 47 allégations en 15 ans, toutes classées sans suite ou enterrées par la direction du département. Les chiffres frappèrent Chloé comme des coups physiques. 47 femmes soumises au comportement prédateur de Leclerc tandis que le système qui aurait dû les protéger participait activement à la dissimulation de ces crimes. Son agression n'était pas une aberration. C'était l'aboutissement de décennies d'échecs institutionnels. Il y a plus, continua Bernard, produisant une enveloppe en papier craft marquée « Preuve nationale », confidentielle. L'équipe de l'agente Roussel a récupéré les enregistrements du téléphone personnel de Leclerc et a trouvé quelque chose qui garantira qu'il ne marchera plus jamais libre. Bernard montra à Chloé des captures d'écran de messages textes entre Leclerc et Moreau, envoyés quelques heures seulement avant son agression. Les messages révélaient non seulement une haine raciale, mais une planification explicite d'agression sexuelle déguisée en procédure policière. « On va chasser de la riche noire aujourd'hui », lisait le message de 5h47 de Leclerc. « Il est temps d'apprendre assez.
Où est leur place? La réponse de Moreau était tout aussi accablante. Ma partie préférée, c'est quand elle supplie et pleure. On devrait enregistrer celle-ci pour plus tard? Chloé fixa les messages avec horreur, réalisant à quel point elle était passée près de quelque chose de bien pire que ce qu'elle avait vécu. Ces hommes n'étaient pas seulement des policiers racistes ayant une mauvaise journée. C'étaient des prédateurs sexuels qui avaient transformé leurs insignes en permis de chasse. Ils prévoyaient d'enregistrer mon agression, dit Chloé, sa voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. L'agent Roussel pense qu'ils avaient l'intention de créer des vidéos trophées, similaires aux photographies trophées qu'ils prenaient depuis des années. Votre position éminente vous a probablement sauvé du pire de leurs intentions. Ils ont eu peur quand ils ont réalisé qui vous étiez. Bernard produisit une autre série de documents qui retournèrent l'estomac de Chloé. Les spécialistes en forensique numérique du SRPJ avaient récupéré la collection de photos supprimées de Leclerc, 127 images de femmes noires à divers stades d'humiliation et de déshabillage. Toutes prises lors de ce que Leclerc prétendait être des rencontres de police légitimes. Cette collection de photos s'étend sur 8 ans, expliqua Bernard. Leclerc gardait ces images comme des trophées personnels, les organisant par date et lieu. Certaines photos montrent des femmes en pleurs. D'autres les montrent partiellement vêtues après des fouilles. Toutes semblent avoir été prises sans consentement lors de rencontres avec la police. Chloé reconnut le schéma prédateur de sa propre expérience. La fouille de son corps par Leclerc, son plaisir évident de son humiliation, la façon dont Moreau l'avait photographiée à moitié vêtue. Tout cela faisait partie d'une routine bien rodée de violations sexuelles déguisées en application de la loi. Et le rôle du département dans la dissimulation de tout ça? Bernard fit glisser une série de courriels internes que les réquisitions judiciaires avaient obtenus des serveurs de la ville. La correspondance révéla un effort systématique pour protéger Leclerc de toute responsabilité, qui atteignait les plus hauts niveaux du gouvernement de Lyon. Le chef Lambert a reçu des paiements directs du syndicat de police totalisant 47 000 € sur 3 ans, expliqua Bernard. Ces paiements coïncidaient avec son classement de plaintes graves contre Leclerc et d'autres agents problématiques. Chloé lut un courriel de Lambert à son chef adjoint, le cabinet de la maire veut que le dossier de plainte de Leclerc soit nettoyé avant les élections. Gérez ça discrètement et assurez-vous qu'il n'y a pas de traces écrites qui remontent à l'hôtel de ville. Un autre courriel, envoyé seulement 6 mois avant l'agression de Chloé, montrait Lambert donnant instruction au superviseur de minimiser le contact avec les associations de défense des droits fondamentaux et d'éviter de créer des dossiers communicables lors du traitement des plaintes pour mauvaise conduite. Il savait, dit Chloé, sa voix se durcissant de rage. Ils savaient tout ce que Leclerc faisait et ils l'ont activement aidé à continuer. Bernard hocha la tête sombrement. Le SRPJ a identifié au moins 12 fonctionnaires de la ville qui avaient une connaissance directe du schéma d'abus de Leclerc et ont choisi de l'ignorer ou de le supprimer activement. Cela remonte jusqu'au cabinet de la maire. L'agent Roussel arriva au cabinet d'avocats, apportant des preuves supplémentaires qui démontraient davantage l'ampleur de la corruption institutionnelle. Elle produisit des dossiers de formation de l'académie qui révélaient comment des agents comme Leclerc apprenaient systématiquement à considérer les droits constitutionnels comme des obstacles plutôt que comme des principes. La cohorte de formation de Leclerc a reçu une instruction qui décrivait explicitement les femmes noires comme combatives et susceptibles de résister à l'autorité, expliqua Roussel. L'académie a en fait enseigné aux agents que des tactiques agressives étaient nécessaires lorsqu'ils traitaient avec des citoyens minoritaires dans des zones aisées. Roussel montra à Chloé un manuel de formation qui contenait une section intitulée « Gérer les suspects arrogants ». Le manuel donnait pour instruction aux agents établir rapidement leur domination, et utiliser tous les outils disponibles pour assurer la conformité, un langage qui fournissait une couverture académique pour les tactiques employées par Leclerc. Les supports de formation donnaient essentiellement aux agents la permission de faire ce que Leclerc vous a fait, expliqua Roussel. Le département a créé une culture où les violations constitutionnelles n'étaient pas seulement tolérées, mais activement encouragées. Chloé apprit que la formation sur les préjugés de l'académie consistait en une seule session de 4 heures, enseignée par un instructeur qui avait déjà été poursuivi pour discrimination raciale. La formation mettait l'accent sur la sécurité et l'autorité de l'agent tout en mentionnant à peine les droits des citoyens ou l'usage approprié de la force. Roussel produisit des registres financiers montrant que Lyon avait payé plus de 3,2 millions € en règlements liés à Leclerc et aux agents de sa cohorte de formation au cours de la dernière décennie. Plutôt que de s'attaquer aux problèmes de formation sous-jacents, la direction de la ville avait choisi de traiter les paiements de règlement comme un coût d'exploitation. Le service de gestion des risques de la ville avait en fait budgété ces règlements, révéla Roussel.
Ils trouvaient moins cher de payer les victimes que de réformer leur système de formation et de responsabilité. Bernard montra à Chloé des preuves supplémentaires du comportement prédateur de Leclerc qui s'étendait au-delà de ses fonctions policières. Des relevés bancaires révélèrent que Leclerc utilisait les ressources du département pour effectuer des vérifications d'antécédents sur les femmes qu'il rencontrait lors de contrôles routiers, utilisant leurs informations personnelles à des fins de harcèlement. Leclerc a accédé au dossier de 17 femmes qu'il avait arrêtées, vérifiant leurs adresses personnelles, leurs informations d'emploi et les détails de leur famille, expliqua Bernard. Cela représente un crime grave, indépendant de ces violations des droits fondamentaux. L'enquête de Roussel découvrit que Leclerc était passé en voiture devant les maisons de plusieurs femmes qu'il avait précédemment fouillées, parfois des mois après leur rencontre. Des images de caméras de surveillance de quartier montraient sa voiture de patrouille effectuant des passages lents devant les résidences des victimes en dehors de ses heures de service. Il harcelait ces femmes, déclara Roussel sans détour, utilisant sa position pour recueillir des informations personnelles, puis utilisant ces informations pour continuer à les victimiser psychologiquement. Chloé réalisa qu'elle devait examiner ses propres systèmes de sécurité domestique, comprenant que l'obsession de Leclerc pour ses victimes pourrait s'étendre à sa famille. La violation qu'elle avait subie dans le parc n'était que le début de ce qui aurait pu être des années de harcèlement et d'intimidation. Roussel présenta des preuves d'intimidation de témoins qui avaient eu lieu immédiatement après que l'agression de Chloé soit devenue virale. Des associés de Leclerc au sein du département avaient tenté de faire pression sur les témoins du parc pour qu'ils se rétractent ou prétendent ne pas avoir bien vu les événements. 2 témoins ont reçu des appels de personnes inconnues suggérant qu'ils pourraient avoir des problèmes juridiques s'ils continuaient à coopérer avec les enquêteurs, rapporta Roussel. Nous avons retracé ces appels jusqu'à des téléphones enregistrés au nom d'agents de la police nationale qui travaillent avec Leclerc. Les efforts d'intimidation s'étendirent aux collègues médecins de Chloé à l'hôpital femme-mère-enfant. Les administrateurs de l'hôpital reçurent des appels anonymes remettant en question la stabilité mentale et la compétence professionnelle de Chloé ou des tentatives évidentes de saper sa crédibilité avant que les procureurs ne construisent leur dossier. Quelqu'un a appelé le conseil d'administration de l'hôpital en prétendant que vous aviez un historique de fausses accusations contre des collègues masculins, expliqua Bernard. La sécurité de l'hôpital a retracé l'appel jusqu'à un téléphone enregistré au nom de la petite amie de Moreau. L'équipe de Roussel découvrit que le syndicat de police avait engagé des enquêteurs privés pour mener des recherches d'opposition sur Chloé et d'autres victimes qui s'étaient manifestées. Les enquêteurs tentèrent de trouver des preuves de traumatismes passés, de problèmes de santé mentale ou de problèmes personnels qui pourraient être utilisés pour remettre en question la crédibilité des victimes. Ils constituaient des dossiers pour détruire les victimes plutôt que de s'attaquer à la mauvaise conduite de l'agent, expliqua Roussel. Cela représente un effort systématique pour faire obstruction à la justice qui entraînera des accusations supplémentaires contre la direction du syndicat. Chloé apprit que son agression avait déclenché une enquête sur des schémas similaires dans d'autres services de police de la région. L'équipe de Roussel identifia des supports de formation et des schémas de classement de plaintes qui suggéraient que le département de Leclerc n'était pas unique dans la protection des agents prédateurs. Nous trouvons des protocoles de formation et des mécanismes de dissimulation similaires dans des départements de toute la région, rapporta Roussel. Votre cas a ouvert la porte à l'examen de violations systématiques des droits fondamentaux dans l'ensemble des forces de l'ordre. Bernard présenta à Chloé des dossiers médicaux documentant le traumatisme physique et psychologique qu'elle avait subi lors de l'agression. Les médecins des urgences trouvèrent des preuves d'échymose compatibles avec une manipulation agressive, tandis que les évaluations psychologiques confirmèrent les symptômes du syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Les preuves médicales seules soutiendraient des accusations d'agression, expliqua Bernard. Combiné aux violations des droits fondamentaux, Leclerc risque des décennies de prison. Roussel informa Chloé de l'avancement des procédures du grand jury qui déterminerait les accusations formelles contre Leclerc, Moreau et potentiellement d'autres fonctionnaires. Le grand jury avait entendu les témoignages de plusieurs victimes et examiné des milliers de documents recueillis lors de l'enquête. Le grand jury rendra probablement des actes d'accusation la semaine prochaine, prédit Roussel. Nous recommandons des accusations en vertu de plusieurs statuts, notamment des violations des droits fondamentaux, des agressions sexuelles, du harcèlement, de l'intimidation de témoins et de la corruption publique. Chloé réalisa que son jogging matinal avait déclenché la plus grande enquête sur les droits fondamentaux de l'histoire récente de la région. Bien que le coût personnel ait été énorme, les preuves qui s'accumulaient contre Leclerc et ses complices suggéraient que la justice pourrait enfin être possible pour toutes ses victimes. La salle de conférence de presse de l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes était bondée un mardi matin frais, exactement 2 semaines après l'agression de Chloé Dubois. Des représentants de BFM TV,
LCI, BBC, TF1, France 2, M6 et des dizaines de médias internationaux positionnaient leurs caméras avec une précision militaire. L'histoire avait transcendé les nouvelles locales pour devenir un symbole mondial de l'échec institutionnel et du pouvoir du courage individuel. Chloé entra dans la pièce, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine qui la transforma de victime en la redoutable professionnelle qui avait façonné la politique régionale pendant des années. Son alliance en diamant capta les lumières des caméras, la même bague qui avait été éparpillée sur l'asphalte 14 jours plus tôt. Le symbolisme visuel était intentionnel et puissant. Derrière elle marchait le préfet de région Olivier Durand, l'agente spéciale du SRPJ Sandrine Roussel et le procureur national David Moreau. La présence de l'autorité signalait que cette conférence de presse apporterait plus que des déclarations. Elle apporterait la justice en temps réel. Chloé s'approcha du pupitre avec la confiance mesurée de quelqu'un qui avait passé des années à commander le respect dans les salles d'opération et les conseils d'administration. Quand elle parla, sa voix portait l'autorité de la vérité, étayée par des preuves accablantes. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme l'épouse du préfet de région, mais comme une survivante d'une agression sexuelle perpétrée par des agents qui ont juré de protéger et de servir les citoyens. Le recadrage était délibéré et dévastateur. Chloé avait choisi de définir les actions de Leclerc comme une agression sexuelle plutôt que comme une simple faute professionnelle, élevant les enjeux moraux et les implications juridiques de la rencontre. Il y a 2 semaines, le brigadier-chef Stéphane Leclerc et l'agent Nicolas Moreau ont mené une campagne systématique de violence raciale et sexuelle contre moi alors que j'exerçais mon droit constitutionnel de courir dans un parc public. Ce qui m'est arrivé n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement de 15 ans de comportement prédateur, rendu possible par une corruption institutionnelle à tous les niveaux du gouvernement de Lyon. Chloé sortit une tablette numérique et commença à présenter les preuves que l'enquête de l'agente Roussel avait découvertes. La première image montrait la collection de photos trophées de Leclerc, 127 photos de femmes noires humiliées, couvrant toute sa carrière. Le brigadier-chef Leclerc conservait une collection personnelle de photographies montrant des femmes noires dans divers états de déshabillage et de détresse, toutes prises lors de ce qu'il prétendait être des rencontres de police légitimes. Ces images représentent 15 ans de prédation sexuelle déguisée en maintien de l'ordre, des preuves documentées d'abus systématiques que les dirigeants de la ville ont choisi d'ignorer. Des halètements parcoururent la salle de presse alors que les journalistes réalisaient qu'il assistait à la destruction systématique de 2 carrières de police et de la crédibilité d'un département entier. Chloé continua avec une précision de procureur, sa formation médicale évidente dans sa présentation méthodique des preuves. L'enquête de l'agente Roussel a révélé que Leclerc a envoyé des messages textes des heures avant de m'agresser, décrivant son intention de cibler des riches noirs et exprimant son excitation à l'idée de faire supplier et pleurer des femmes. Chloé lut les messages textuellement, sa diction clinique rendant les mots encore plus choquants. Elle produisit des captures d'écran agrandies de la conversation par SMS entre Leclerc et Moreau, les affichant sur de grands moniteurs pour que les caméras les capturent. Ces messages ont été envoyés à 5h47 le matin de mon agression. Ils prouvent que ma victimisation était préméditée, racialement motivée et de nature sexuellement violente. Les citations directes éliminaient toute possibilité de mauvaise interprétation ou de manipulation médiatique. Les propres mots de Leclerc, conservés dans des preuves numériques et affichés pour une consommation mondiale, le condamnaient plus efficacement que ne pourrait le faire l'argument d'un procureur. Ces messages prouvent que Leclerc n'a pas commis une erreur ou fait preuve d'un mauvais jugement. Il a exécuté une agression soigneusement planifiée, conçue pour humilier et violer une femme noire qui, selon lui, avait oublié sa place dans sa version de la hiérarchie sociale. Chloé passa aux échecs institutionnels qui avaient permis le comportement de Leclerc, produisant les courriels du chef Lambert sur la protection des bons agents contre les accusations futiles et la minimisation des plaintes relatives aux droits fondamentaux pendant les périodes politiquement sensibles. Le chef Pierre Lambert a reçu 47 000 € de paiement du syndicat de police tout en classant systématiquement les plaintes contre Leclerc et d'autres agents problématiques. Il a choisi le gain financier personnel plutôt que la protection constitutionnelle, créant un système où les prédateurs pouvaient opérer en toute impunité. Chloé afficha les relevés bancaires montrant les paiements à Lambert ainsi que les horodatage des courriels qui corrélaient les transactions financières avec les classements de plaintes. La preuve documentaire éliminait toute possibilité de coïncidence ou d'explication innocente. Des courriels internes obtenus par les enquêteurs montrent Lambert donnant instruction aux superviseurs de traiter les plaintes rapidement et discrètement et de minimiser le contact avec les organisations de défense des droits fondamentaux. Il n'essayait pas d'assurer la justice. Il l'obstruait activement. La corruption financière ajoutait une autre dimension au scandale,
le transformant d'une simple faute professionnelle policière en une corruption publique systématique impliquant plusieurs niveaux de gouvernement et créant des implications de corruption organisée. Chloé révéla que le cabinet de la maire Valérie Lefebvre était au courant du schéma de Leclerc, mais avait choisi l'opportunisme politique plutôt que la protection des victimes. Des courriels internes montrent que le cabinet de la maire a donné instruction à la direction de la police de nettoyer le dossier de plainte de Leclerc avant les élections de 2022, donnant la priorité aux apparences politiques sur les droits constitutionnels. Elle afficha la correspondance par courriel entre le chef de cabinet de la maire et la direction de la police, montrant des instructions explicites pour supprimer les plaintes relatives aux droits fondamentaux pendant les cycles électoraux. Les calculs politiques étaient mis à nu dans leurs propres mots. Le cabinet de la maire a traité les violations des droits fondamentaux comme des problèmes de relations publiques plutôt que comme des crimes graves. Ils étaient plus préoccupés par les sondages que par les femmes que Leclerc victimisait dans notre communauté. Chaque révélation s'accumulait vers un crescendo d'échecs institutionnels qui atteignait les plus hauts niveaux du gouvernement de Lyon. Chloé s'était transformée de victime en procureur, détruisant systématiquement les carrières et les réputations de tous ceux qui avaient permis son agression. 27 femmes se sont maintenant manifestées pour décrire des agressions similaires par Leclerc. 27 mères, filles, professionnels et membres de la communauté qui croyaient que leurs droits constitutionnels seraient protégés par ceux qui ont juré de les servir. Chloé diffusa des enregistrements audio de témoignages de victimes, laissant les voix des femmes parler directement aux médias assemblés. Le récit du docteur Florence Girard, forcé d'enlever son chemisier lors d'une recherche d'armes fabriquées de toutes pièces. La description de Sophie Bernard de contacts inappropriés lors d'un contrôle routier prétexte. L'humiliation de Catherine Petit devant ses élèves de lycée. L'effet cumulatif était écrasant et émotionnellement dévastateur. Chloé ne décrivait pas seulement sa propre agression. Elle révélait un schéma systématique d'abus qui avait victimisé des dizaines de femmes pendant plus d'une décennie. Alors que les dirigeants de la ville le couvraient activement, l'enquête a révélé que les supports de formation de l'Académie de police de Lyon décrivaient explicitement les femmes noires comme combatives et susceptibles de résister à l'autorité, fournissant une justification académique pour les tactiques agressives que Leclerc a employées contre ses victimes. Chloé produisit la section du manuel de formation intitulée « Gérer les suspects arrogants », en lisant des passages à voix haute qui démontraient comment le racisme institutionnel était codifié dans l'éducation officielle de la police et utilisé pour justifier les violations constitutionnelles. Le département n'a pas seulement échoué à arrêter Leclerc. Il a activement formé les agents à considérer les femmes comme moi comme des menaces nécessitant un contrôle physique agressif. Mon agression était le résultat prévisible d'un racisme institutionnel systématique intégré dans les protocoles de formation officiels. Elle afficha des pages du manuel de formation sur de grands écrans, permettant aux caméras de capturer le langage racial explicite utilisé dans les supports d'éducation officiels de la police. La preuve visuelle rendait tout déni impossible. Ce manuel de formation a été utilisé pour éduquer des centaines d'agents de police de Lyon au cours de la dernière décennie. Leclerc n'agissait pas seul. Il mettait en œuvre les leçons enseignées par le département lui-même. Alors que Chloé parlait, son téléphone se mit à vibrer avec des notifications que son personnel surveillait en temps réel. Les réseaux sociaux explosèrent de réactions à ces révélations. Justice pour Chloé devint tendance dans le monde entier en quelques minutes. Leclerc doit tomber commença à accumuler des millions de mentions. Les médias internationaux interrompirent leur programmation régulière pour couvrir sa conférence de presse en direct. La présentation de Chloé s'acheminait vers le moment que tout le monde attendait, l'annonce des accusations criminelles qui tiendraient enfin Leclerc pour responsable de ces crimes et enverrait un message aux forces de l'ordre de tout le pays. Le procureur national David Moreau va maintenant annoncer les charges déposées ce matin contre les agents qui m'ont agressé et les fonctionnaires qui ont permis leur comportement criminel. Le procureur Moreau s'approcha du pupitre, tenant un acte d'accusation scellé. Sa présence signalait que l'agression de Chloé avait déclenché tout le poids de la justice. Sa réputation pour la poursuite de cas de corruption très médiatisés ajoutait du sérieux au moment. Ce matin, un grand jury a rendu un acte d'accusation de 43 chefs contre le brigadier-chef Stéphane Leclerc, l'agent Nicolas Moreau, le chef Pierre Lambert et l'avocat du syndicat Arnaud Leroy. Le nombre de chefs d'accusation choqua même les journalistes expérimentés qui couvraient régulièrement les poursuites. 43 chefs d'accusation représentaient le potentiel de multiples peines de réclusion à perpétuité, la destruction complète de toutes les personnes impliquées dans l'agression de Chloé et sa dissimulation systématique. Leclerc fait face à des accusations incluant des violations des droits fondamentaux, agressions sexuelles, harcèlement, intimidation de témoins,
complot en vue d'entraver la justice et violation de la loi sur la fraude et l'abus informatique pour avoir utilisé les ressources du département pour harceler ses victimes. Moreau détailla comment les messages textes de Leclerc fournissaient des preuves de préméditation et de motivation raciale, élevant les simples accusations d'agression à des crimes de haine à caractère raciste avec des peines considérablement aggravées. Moreau fait face à des accusations de complicité de violation des droits fondamentaux, de complot en vue d'entraver la justice, d'aide et de complicité d'agression sexuelle, et d'altération de preuves. Ces photographies de Madame Dubois constituent des crimes distincts, indépendamment de son rôle dans l'agression elle-même. Les accusations contre Moreau éliminaient toute possibilité qu'il puisse prétendre à l'ignorance ou à une participation passive. Son rôle actif dans la documentation de l'humiliation de Chloé le rendait également coupable en vertu des statuts sur le complot. Le chef Lambert fait face à des accusations de corruption publique, de complot en vue de violer les droits fondamentaux, d'obstruction à la justice et de racket pour avoir exploité ce que les enquêteurs ont déterminé être une entreprise criminelle conçue pour protéger des agents corrompus. La relation financière de Lambert avec le syndicat de police fournissait au procureur des preuves claires d'intentions corrompues, transformant la négligence administrative en comportement criminel systématique. Alors que Moreau annonçait les charges, des agents exécutaient simultanément des mandats d'arrêt à travers Lyon dans une opération soigneusement coordonnée, conçue pour un impact public maximal. Leclerc, qui était sous surveillance depuis l'agression de Chloé, fut arrêté à son domicile de banlieue tandis que les caméras de télévision capturaient son arrestation en direct. Le timing était parfaitement orchestré pour un impact symbolique maximal. Alors que Chloé révélait les preuves des crimes de Leclerc au monde, les téléspectateurs le voyaient être arrêté en temps réel sur des écrans de télévision partagés. L'arrestation de Moreau eut lieu au commissariat où il s'était présenté pour son service, ignorant que des agents l'attendaient sur le parking. Les images des caméras de sécurité le montraient emmené menotté devant des collègues qui refusaient de croiser son regard, comprenant que leur propre carrière pourrait être en jeu. L'arrestation du chef Lambert eut lieu lors d'une réunion d'urgence du conseil municipal où il tentait de présenter le scandale comme le résultat de quelques agents isolés agissant de manière indépendante. Des agents interrompirent sa présentation pour lui signifier le mandat d'arrêt, créant des images dramatiques qui dominèrent les cycles d'information mondiaux. Chloé regarda les notifications d'arrestation arriver sur son téléphone alors qu'elle se tenait au pupitre, chaque message lui procurant un sentiment de clôture qui semblait impossible 2 semaines auparavant, lorsqu'elle se tenait menottée et humiliée au parc de la Tête d'Or. Ces arrestations représentent plus qu'une responsabilité individuelle, continua Chloé, sa voix forte de conviction. Elle signale que les violations systématiques des droits fondamentaux seront sanctionnées, quel que soit le grade, les relations politiques ou la protection institutionnelle. Chloé annonça que l'enquête avait déclenché un décret de consentement national complet, exigeant que la police nationale de Lyon subisse une réforme fondamentale sous tutelle nationale pendant un minimum de 5 ans. Le département qui avait protégé Leclerc serait démantelé et reconstruit avec les protections constitutionnelles comme fondement. Le ministère de la Justice supervisera une restructuration complète de la formation, du traitement des plaintes et des systèmes de responsabilité de la police de Lyon. La culture qui a permis mon agression sera éliminée et remplacée par une véritable police constitutionnelle qui sert tous les citoyens de manière égale. La déclaration finale de Chloé la transforma de victime en militante, utilisant sa notoriété pour exiger un changement systématique qui protégerait d'autres femmes de vivre le traumatisme qu'elle avait enduré. J'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour garantir qu'aucune autre femme ne subisse ce que Leclerc m'a fait. Mon agression se termine aujourd'hui, mais mon combat pour la justice ne fait que commencer. 18 mois après son agression, Chloé Dubois lassa les mêmes chaussures de course qu'elle portait ce matin terrible et se prépara à reconquérir le parc de la Tête d'Or. Les procès étaient terminés. Les verdicts étaient définitifs. La justice, imparfaite mais réelle, avait été rendue. Le soleil matinal filtrait à travers les mêmes tilleuls qui avaient été témoins de son humiliation. Mais tout le reste avait changé. Un banc commémoratif en bronze se trouvait maintenant là où Leclerc l'avait forcé contre la voiture de patrouille, gravé des noms de ses 27 victimes confirmées et des mots, pour les survivantes de violences sexuelles policières. Votre courage a tout changé. Chloé passa ses doigts sur le métal poli, lisant chaque nom à voix haute comme une prière. Docteur Florence Girard, Sophie Bernard, Catherine Petit, des femmes qui avaient trouvé leur voie parce que Chloé avait trouvé la sienne en premier. Leurs témoignages avaient été dévastateurs au procès, chaque récit ajoutant une autre année à la peine de Leclerc. Les procès avaient été une sensation médiatique qui avait captivé le pays pendant 8 mois. Leclerc, face à des preuves accablantes, avait tenté de négocier une peine, mais les procureurs avaient rejeté toutes les offres.
Il voulait un procès public qui exposerait toute l'étendue de ses crimes et enverrait un message sans équivoque sur la responsabilité. Le jury avait délibéré moins de 4 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. La juge Patricia Henderson avait condamné Leclerc à 45 ans de réclusion criminelle sans possibilité de libération conditionnelle, une condamnation à perpétuité effective pour un homme déjà dans la quarantaine. Monsieur Leclerc, avait dit la juge Henderson lors du prononcé de la peine, vous avez transformé un insigne d'honneur en une arme de terreur. Vous avez trahi chaque serment que vous avez prêté et violé les droits constitutionnels de dizaines de femmes. Cette peine reflète non seulement vos crimes, mais la détermination de la société à ce qu'un tel comportement soit sanctionné avec toute la force de la justice. Moreau reçut 25 ans de réclusion criminelle pour complicité. Sa coopération avec les procureurs, fournissant un témoignage détaillé sur les méthodes de Leclerc et la culture de dissimulation du département, lui valut une peine réduite, mais pas la rédemption. Il mourait en prison, son nom à jamais lié à l'un des pires scandales policiers de la région. Le procès pour corruption du chef Lambert avait été tout aussi dévastateur. Les procureurs prouvèrent que sa relation financière avec le syndicat de police créait un complot systématique pour violer les droits fondamentaux. Sa peine de 30 ans à l'âge de 62 ans signifiait qu'il ne connaîtrait plus jamais la liberté. Chloé accéléra son rythme à l'approche de l'endroit exact où Leclerc lui avait ordonné de s'arrêter pour la première fois. Une petite plaque marquait l'emplacement, ici, ce matin-là, le courage à affronter la corruption. La justice a prévalu. La Société historique de Lyon avait insisté pour la plaque, reconnaissant l'agression de Chloé comme un tournant dans l'histoire des droits fondamentaux. Les changements institutionnels ont été profonds et durables. La police nationale de Lyon a subi une restructuration complète, chaque agent devant suivre 40 heures de formation aux droits fondamentaux et à la sensibilisation aux préjugés inconscients. Les politiques d'usage de la force ont été réécrites avec un contrôle citoyen, et un comité de surveillance citoyen enquête désormais sur toutes les plaintes pour mauvaise conduite. Plus important encore, l'Assemblée nationale a adopté la loi Chloé Dubois, exigeant des caméras piétons pour toutes les interactions policières et mandatant une tutelle nationale pour tout département présentant un schéma de violation des droits fondamentaux. La loi est devenue un modèle de réforme policière dans tout le pays. Le téléphone de Chloé vibra avec un message de sa fille, Léa, de la faculté de médecine de Lyon. Je regarde ton interview sur BFM TV. Tellement fier de la façon dont tu as transformé un traumatisme en changement. J'ai hâte de suivre ton exemple quand je serai docteur Dubois Junior. L'attention médiatique ne s'est jamais complètement estompée. L'histoire de Chloé est devenue le sujet d'un livre à succès, d'un documentaire télévisé et d'innombrables études universitaires sur la réforme de la police. Mais elle a utilisé cette plateforme avec soin, se concentrant toujours sur le changement systématique plutôt que sur la célébrité personnelle. Elle a créé la Fondation Dubois pour la responsabilité policière en utilisant l'argent de son indemnité transactionnelle aux 75 millions d'euros de la ville de Lyon pour financer la représentation juridique des victimes de brutalité policière dans tout le pays. La Fondation a déjà aidé à poursuivre des dizaines de cas de mauvaise conduite d'agents. Chloé s'arrêta pour s'étirer sur le même banc où elle s'était préparée pour sa course ce matin-là, il y a 18 mois. Maintenant, d'autres joggeurs la saluaient respectueusement, la reconnaissant mais respectant sa vie privée. La routine matinale avait repris, mais la communauté comprenait ce qui s'était passé ici et pourquoi cela ne devait plus jamais se reproduire. Le décret de consentement national a transformé la police lyonnaise de manière mesurable. Le nombre de plaintes déposées a augmenté de 400% alors que les citoyens gagnaient en confiance que les signalements seraient traités équitablement. Les cas de mauvaise conduite d'agents ont diminué de 60% grâce à une meilleure formation et à une plus grande responsabilité qui ont créé une culture de police constitutionnelle. Le nouveau chef de la police, nommé à l'issue d'une recherche nationale avec la participation de la communauté, a mis en œuvre des programmes de police de proximité qui ont reconstruit la confiance entre les agents et les citoyens. Les taux de criminalité ont en fait diminué à mesure que la coopération de la communauté avec les forces de l'ordre s'est améliorée. La réhabilitation de Chloé après le traumatisme a été difficile mais réussie. Des mois de thérapie l'ont aidé à traiter la violation et à retrouver son sentiment de sécurité dans les espaces publics. Elle parle ouvertement du SSPT pour réduire la stigmatisation entourant le traumatisme policier et encourager d'autres victimes à chercher de l'aide. Son mariage avec le préfet de région Durand a survécu à la crise, bien que non sans changement. La carrière politique d'Olivier a été initialement menacée par le scandale, mais son soutien indéfectible à Chloé et à la réforme de la police a finalement renforcé sa position.
Il a été réélu avec la plus grande marge de l'histoire de la région, avec un soutien particulièrement fort des femmes et des électeurs issus de minorités. Chloé passa devant l'ère de jeu où des enfants jouent maintenant sous les yeux vigilants d'agents de police de proximité formés à la désescalade et à la sensibilité culturelle. La transformation est visible dans les petites interactions des agents et dans les personnes âgées, engageant positivement avec les adolescents, traitant tout le monde avec dignité, sans distinction de race ou de classe. Elle pensa à la réalité actuelle de Leclerc à la maison centrale de Poissy. Les rapports indiquent qu'il a été agressé à plusieurs reprises par d'autres détenus qui considèrent les crimes contre les femmes comme particulièrement méprisables. La justice carcérale fonctionne selon son propre code brutal, et la célébrité de Leclerc en tant que policier corrompu qui ciblait des femmes innocentes en fait une cible constante. L'ironie n'échappe pas à Chloé que Leclerc éprouve maintenant l'impuissance et la vulnérabilité qu'il infligeait autrefois aux autres. Elle ne prend aucun plaisir à sa souffrance, mais elle reconnaît la justice poétique de sa situation. Chloé termina son parcours de 8 km et s'arrêta une dernière fois au banc commémoratif. Des fleurs fraîches y avaient été déposées par d'autres survivantes qui font des pèlerinages pour honorer les femmes qui ont dit la vérité au pouvoir. Le simple geste montre que le courage de Chloé a créé des effets d'entraînement qu'elle ne comprendra peut-être jamais entièrement. Son téléphone affichait des appels manqués de journalistes voulant des commentaires sur la décision de la Cour de cassation d'entendre une affaire concernant l'immunité qualifiée de la police. L'agression de Chloé et les poursuites qui ont suivi ont influencé la jurisprudence nationale, facilitant la tenue des agents responsables des violations constitutionnelles. Chloé vérifia son tracker d'activité. Rythme cardiaque optimal, allure forte, santé mentale résiliente. La femme qui avait été brisée par l'agression de Leclerc a été reconstruite, plus forte. Sa voix, amplifiée par le traumatisme, s'est transformée en objectif. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, Chloé vit une jeune femme noire commencer sa propre course matinale. Leurs regards se croisèrent un instant, et Chloé hocha la tête de manière encourageante. Le simple échange représentait tout ce qui avait changé. Les femmes peuvent faire de l'exercice dans les espaces publics sans crainte, protégées par des lois et des institutions qui ont été réformées par le courage et la détermination. Chloé rentra chez elle en passant devant le commissariat où Leclerc travaillait autrefois. Une grande bannière annonçait « Police constitutionnelle ». Servir tous les citoyens avec dignité et respect. Nouvelle direction, nouvelle formation, nouvelle culture toutes nées du refus d'une femme d'accepter l'injustice. À la résidence du préfet de région, le mari de Chloé l'accueillit avec un café et les nouvelles du matin. Les gros titres rendaient compte des dernières initiatives de réforme de la police inspirées par son cas. Le traumatisme qui avait commencé il y a 18 mois était devenu un catalyseur de changement qui protégerait des générations de femmes. Chloé Dubois, qui avait commencé ce matin terrible comme une joggeuse sans méfiance, était devenue quelque chose de plus grand, un symbole de résilience, une voix pour la justice, et la preuve que le courage individuel peut remodeler les institutions et protéger les plus vulnérables. Sa course est terminée, mais son impact perdurera à jamais. Si cette histoire de justice et de transformation vous a ému, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager vos réflexions dans les commentaires. Quelles autres histoires de courage triomphant de la corruption aimeriez-vous voir ? Votre soutien nous aide à continuer de raconter des histoires qui comptent.